5 millions étant globalement ce que moi je veux atteindre d'ici mes 30 ans. Comme beaucoup de choses dans la vie, ne soyez jamais ni les premiers ni les derniers. Moi je suis un peu un salaud. Si je peux tirer sur le culte de qui que ce soit d'autre, qui est évidemment un culte nul à chier comparé au mien, du coup j'y prends un petit plaisir et en même temps c'est toujours fait dans l'humour et la bienveillance. Plus t'es cultivé sur un pays, et plus c'est agréable d'y vivre. Shopify font bien mieux du e-commerce qu'on ne le fera jamais WooCommerce, et WordPress fait très bien ce que Shopify ne fera jamais, donc tout le monde s'entend très bien. Si jamais j'avais envie d'être théoriquement très milliardaire, il faudrait que je garde mon entreprise jusqu'à la fin de mes jours. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre-deux, c'est un plaisir de vous retrouver. En plus, il y a des petites nouveautés cette semaine, puisque cette fois, ça y est, on a vos premières questions. On va pouvoir faire des questions, on va pouvoir répondre à vos questions. Comment vas-tu, Louis, cette semaine ? Ça va très bien, je suis très content de faire ce podcast, je sais pas pourquoi, mais toute la journée, j'ai été content de ma journée parce que je savais qu'il y avait podcast ce soir. Satisfait. Non pas que d'habitude, que d'habitude je sois pas content qu'il y ait le podcast, mais là, je sais pas, je savais un peu de quoi on allait parler, je savais ce qu'on allait aborder et tout. Mais je suis très content d'être là. Moi, j'ai toujours beaucoup de frustration tu sais, parce qu'il y a toujours ce truc on est jeté dans le podcast et on faisait complètement autre chose avant. Et là, d'un seul coup, il faut se mettre à faire un podcast. Et moi, évidemment, comme tout, j'aurais envie de faire mieux, j'aurais envie de le préparer, j'y pense, tu vois, j'ai des idées de sujets. Et du coup, toute la semaine, j'ai eu des petites idées de sujets où j'ai vu des actualités passer. Je me suis dit, il faudra qu'on parle de ça, de ça. Et j'ai pas le temps, ou je prends pas le temps en tout cas, tu vois, là j'arrive avec juste plein de frustration en me disant tiens, on va pas parler de ça, on va pas parler de ce sujet, on va parler de ce sujet, parce que j'ai rien préparé, je suis arrivé et 10 minutes avant, je me suis dit bon allez, on met le plateau, on met machin, j'ai juste été récupérer 2-3 commentaires alors je sais même pas quand est-ce qu'on va répondre aux questions des gens, tu me diras ce que tu veux qu'on fasse plutôt au début, au milieu, à la fin. On peut le faire dès le début, on peut même en profiter pour dire que dans chaque podcast, on veut faire une section. Alors oui, je me tourne un peu comme ça parce que je suis bloqué des cervicales. Ok, ne m'en voulez pas pour ceux qui sont dans le podcast vidéo. Dans chaque podcast, on aimerait faire une portion, une section, un chapitre où on répond à vos questions business. Ça peut être des questions business, des questions en rapport avec tout. Donc n'hésitez pas à nous les poser en dessous de n'importe quelle vidéo de cette chaîne. C'est pas un souci et on va commencer dès cette semaine. Ouais. Tu nous as fait une petite sélection. Allez, on va tout de suite répondre à... Alors, j'en ai pris 3. En fait, en réalité, j'en ai pris 2. Et juste pour commenter une troisième. Mais il y a d'autres questions. Il y en a plus. Il y en a qui sont cool. Il y en a une qui a été postée 1 heure avant qu'on tourne le podcast. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ok. Qui, je crois, t'était destinée... En plus, je sais que c'était cool, mais je sais déjà plus ce que c'était. Mais c'était une bonne question. Ah si, c'était une question sur The Line en Arabie Saoudite. Mais on va pas y répondre parce que c'est une des dernières questions. Ah, dommage. Bah ouais, non mais c'est juste que on va prendre le temps de prendre quelques questions à chaque fois. On va les prendre dans l'ordre pour récompenser les gens qui ont joué le jeu et on va répondre aux premières questions qui sont apparues. Ensuite, on va aborder les sujets qu'on voulait aborder. Dans le podcast suivant, on aura le temps de répondre à d'autres questions. Il y a le sujet du nomadisme digital qui a été abordé aussi et évidemment, je pense qu'il y aura un épisode entier dédié à ce sujet facilement peut-être. Donc ce sera l'occasion de répondre à cette question. Mais du coup, voilà, si jamais on répond pas à vos questions, c'est pas parce qu'on vous a snobé, c'est parce qu'on les prend dans l'ordre, tout simplement. Et donc là-dessus, on peut partir sur la première question que vous nous avez posée. Juste avant, micro détour sur les avis sur Apple Podcast. Merci beaucoup à ceux qui l'ont déjà fait parce que ça y est, on a les premiers avis qui arrivent. Et du coup, c'est un vrai plaisir. En plus, comme on vous a dit, ça nous aide énormément. On vous lit à chaque fois, quel que soit ce que vous ayez à nous écrire. D'ailleurs, si vous voulez nous poser des questions en même temps que vous laissez un avis sur Apple Podcast, c'est possible. Donc Apple Podcast, Go Apple Podcast ou Spotify, c'est aussi possible sur Spotify. Et laissez-nous un avis pour encourager ce podcast et nous pousser à aller jusqu'au 20e, au 30e, au 40e épisode. Sur ce, première question. On a une question de Rai. Alors, bon, je vais écorcher sûrement des pseudonymes ou des noms, je m'excuse d'avance. Ryan ALG qui nous demande, et c'est la toute première question, donc merci beaucoup à toi d'avoir joué le jeu. C'est super cool. Quel type de société ou de structure avez-vous dans vos business respectifs et pourquoi avez-vous opté pour celui-ci ? Pour le coup, je pense que c'est une question qui peut intéresser pas mal de monde. Ça peut être intéressant. Peut-être je réponds en premier parce que toi, tu vas bifurquer sur Dubaï notamment aussi. Donc... Ouais, moi j'ai 2 parties et la première est en plus un peu marrante. Donc vas-y, commence. Ok, alors moi, pour des raisons d'extrême simplicité administrative, pour moi, ça fait pas sens la plupart du temps de pas commencer en micro-entreprise. Je dis bien la plupart du temps parce que y a des gens qui veulent se jeter dans le grand bain tout de suite et qui sont motivés à l'idée de créer une société directement. J'en vois, des fois j'en parle même en soirée avec des personnes avec qui je suis et les gens me disent « Bah oui, mais une société c'est mieux parce que ci, parce que ça ». Et je suis
toujours d'accord avec eux, ça peut être mieux dans une certaine mesure, sauf que la société, il faut la gérer. Il faut savoir gérer une société, il y a un tas d'erreurs à pas faire. Une société, c'est quand même vraiment aux antipodes d'une micro-entreprise. Il faut savoir que c'est vraiment plus compliqué. C'est vraiment pas infaisable, surtout quand tu l'as déjà fait une fois ou 2 fois comme moi. Tu te rends bien compte que c'est accessible, que c'est possible de le faire, mais quand tu l'as jamais fait, c'est compliqué et c'est à peu près sûr de faire des erreurs. Donc juste tout ce que j'ai à dire, moi, c'est commencer par une micro-entreprise. La plupart du temps, il ne faut pas trop se poser de questions, c'est vraiment plus simple. Il y a aussi des défauts en France sur la micro-entreprise. Par exemple, il n'y a pas le concept de charge, donc ça, c'est un peu embêtant. Charge, ça veut dire que du coup, vous ne pouvez pas baisser la portion sur laquelle vous êtes imposé avec toutes les dépenses courantes que vous faites dans l'entreprise. Donc ça c'est un peu embêtant parce que quand on fait du e-commerce, des produits physiques, en fonction de la marge qu'on fait, c'est pas évident de s'en sortir peut-être avec une micro-entreprise et dans ce cas on n'a pas le choix et on ouvre une société, tu vois. Donc dans la mesure du possible, vous posez jamais de questions, commencez toujours en micro-entreprise et passez en société le plus tard possible, enfin pas forcément le plus tard possible mais plus tard quand vous avez quelque chose qui fonctionne bien. Juste pour répondre à la question de moi personnellement ce que j'ai fait, donc j'ai ouvert une micro-entreprise. Il y a plusieurs années, hein, donc j'avais des aides, notamment j'avais l'ACRE. Je sais qu'aujourd'hui il y a toujours l'ACRE, mais ça fonctionne un peu différemment. C'est moins intéressant d'ailleurs maintenant que ça l'était à l'époque. Donc moi j'ai démarré en micro-entreprise pendant plusieurs années et ensuite j'ai été jusqu'à atteindre le plafond. Donc le plafond, non pas le seuil de TVA, de franchise de TVA, mais vraiment le seuil de chiffre d'affaires, quoi. Et je suis passé en société, je suis passé en SAS tout simplement. Sachant que la SAS, ça va être vraiment le type de structure par défaut vers lequel vous allez sans doute vous tourner en France. Je ne fais pas du tout de conseil légal. En plus, en grande partie, je ne sais pas de quoi je parle. Je suis très accompagné sur ces sujets-là. Dites-vous bien juste que la SAS, c'est vraiment la structure par défaut. Dès que vous commencez à créer une boîte, une start-up, dès que vous voulez avoir un actionnariat un peu développé, peut-être revendre votre boîte un jour facilement, faire entrer des gens en capital, faire lever des fonds, enfin un peu n'importe quoi en fait, tout ça c'est vraiment fait pour la SAS, contrairement à d'autres formes qu'on a en France qui sont plus anciennes comme la SARL, qui sont plus traditionnelles, plus familiales, qui ont aussi des avantages mais qui je pense dans notre cas de figure aujourd'hui ont plus d'inconvénients que d'avantages. Donc voilà, je suis en SAS aujourd'hui sur mes 2 sociétés du coup. C'est avec quel business, avec quelle activité que tu as passé le plafond de la micro-entreprise? La forme de formation. Okay. Et sachant que j'ai toujours une micro-entreprise aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je suis structuré de sorte à garder certaines sources de revenus qui sont restées dans la micro-entreprise, qui n'ont pas bougé, ce qui me permet moi d'avoir un revenu personnel. J'ai un revenu personnel via ma micro-entreprise. Et ensuite, j'ai ma SAS, qui est en l'occurrence une SASU, parce que j'étais tout seul sur la première, pour nos formations. Et là, sur Copylost, qui est la boîte tech là, que je monte actuellement, bah, on est 3, donc c'est une SAS. Et voilà. Ok, je vois. Donc après, il y a des détails, je ne vais pas rentrer dans les détails d'optimisation fiscale, c'est-à-dire il y a des options qu'on prend ou qu'on ne prend pas quand on fait des fois, quand on monte une boîte, comment on se structure, etc. Optimisation fiscale, des fois il s'agit juste d'une case à cocher ou pas cocher, hein. Il ne s'agit pas de frauder, oui, vraiment. Ça n'a rien à voir, c'est juste des fois vous cochez une case et vous êtes optimisé fiscalement, c'est juste ça. Hein. Mais c'est juste que voilà, c'est pas non plus le but du podcast. Je pense que ça répond en tout cas à ta question, Ryan, ALG. SAS par défaut en société, je pense, mais renseigne-toi bien parce qu'il y a quand même le URL, il y a quand même la SARL, il y a quand même plein de statuts. Très franchement, ChatGPT, ça fait un très très bon assistant au début pour faire un peu le tri. Et ensuite, n'hésitez pas à prendre quand même des rendez-vous avec un avocat spécialisé. C'est quand même la meilleure chose à faire. Ouais, clairement. Moi, si je peux donner un gros conseil là-dessus, c'est de... Moi, j'ai eu les deux, mais j'ai eu les deux pas exactement comme toi. Moi, j'ai été en autonomie totale et complète, par choix, et je dirais même par erreur. En micro-entreprise, j'ai eu une première micro-entreprise à moi, que j'ai ouverte en 2018, début 2019 peut-être. En tout cas, j'avais 18 ans. Oui, c'est ça. Début 2019, j'avais 18 ans. J'ai ouvert ma première micro-entreprise. C'était une énorme bonne chose, je veux dire. C'est pas à ce moment-là que j'ai fait une énorme erreur. C'était une très bonne chose. Je suis très content. Ça se gère extrêmement facilement. Il n'y a pas de souci. Même pour du e-commerce au début, si tu fais les bons calculs de tes marges, etc. Ouais, alors dès que tu commences à avoir du volume. Et la TVA aussi, c'est en micro-entreprise avec la TVA en plus. En e-commerce, de produits physiques, tu commences à être vraiment pressé comme un citron, quoi. Tu peux encore t'en sortir, mais c'est juste que faut des bonnes marges, quoi. Ouais, à ce moment-là, avec la TVA, ça devient compliqué. C'est 74 000 2 années de suite, il me semble, quand tu es en commercial. Donc, quand tu vends des produits physiques, etc. Ah oui, TVA, vente de marchandises, TVA. Donc oui, effectivement. Ouais.
Ouais, tout à fait. Donc, moi, la micro-entreprise, ça s'est toujours très bien passé. Et après, j'ai fermé cette micro-entreprise pour ouvrir une SARL. J'ai ouvert une SARL associée avec Victoria, ma copine. Non, ça pourquoi une SARL, une entreprise à papa? Parce que la SARL de famille. Voilà, c'est ça en fait. C'est déjà alors j'allais dire mon expert comptable, mais non, on l'a pas prise. On a juste fait les 3 rendez-vous gratuits quand tu as moins de 25 ans. Hein. C'est quand même bon à savoir. La plupart des experts comptables proposent 3 rendez-vous gratuits quand on a moins de 25 ans. Il y a d'autres possibilités quand on est chômeur, etc. Elle nous avait conseillé tout de suite la SARL. C'était comme une évidence pour elle. Nous, on avait 19 ans. C'est ce avec quoi elle avait l'habitude de travailler en fait. C'est ça. Ouais. Elle avait l'habitude de bosser comme ça. Elle a aussi mon frère qui a une entreprise. C'est plus rigide aussi, je crois, sur la rédaction des statuts ou le fonctionnement de l'entreprise en général, la SARL par rapport à une SAS. Et en fait, juste pour donner un ordre d'idée aux gens, c'est qu'en fait, c'est juste une timeline de création de structures de formes juridiques en France, en fait. Je l'ai plus en tête parce que j'ai regardé, il y a une très bonne page Wikipédia documentée à ce sujet. Les premières formes de structures juridiques de société en France, c'était peut-être des SA ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Enfin, il y avait plusieurs statuts. Puis est arrivé ensuite, beaucoup plus tard, la SARL pour simplifier les choses et limiter la responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne vienne pas chez toi prendre tes meubles et tout, etc. Puis, encore longtemps après, est arrivée aussi la SAS. La SAS est juste la forme la plus moderne de société qu'on ait en France, dans la timeline, dans le multivers des sociétés qu'il y a en France. Et en fait, c'est assez logique que la plupart des gens, parce que les gens se demandent mais quelle forme de société prendre. Et c'est vrai qu'il y a des avantages et inconvénients dans tous les cas, donc je ne veux pas simplifier trop les choses, mais la plupart du temps, en fait, le plus simple, c'est vraiment juste de prendre la SAS qui, je sais pas, 70, 75, 80% du temps correspond le mieux à votre activité, la plus flexible, la plus simple à gérer, etc. Parce que c'est la forme la plus récente et moderne. Et les autres existent juste historiquement, en fait. Même si, encore une fois, il y a avantages et inconvénients de possibles dans tous les cas. Ben, nous, on aurait bien aimé savoir ça et surtout, on aurait su ça si on avait fait le choix d'être accompagné, mais on avait plutôt fait le choix d'écouter quelqu'un dans notre entourage qui nous avait dit que lui gérait sa comptabilité de sa SARL tout seul et qu'il faisait 2 millions par an et que c'était pas du tout un problème et qu'on pouvait très bien le faire nous-mêmes. On s'est dit, ah bah super, on va apprendre la comptabilité du coup. Et parmi nos brillantes idées, on s'est dit, ah bah Victoria, c'est toi qui vas la faire la comptabilité parce que moi je fais d'autres trucs. Donc Victoria s'est retrouvée avec la comptabilité sur le dos et comment vous dire qu'on a perdu des cheveux, des larmes, du sang. On a perdu énormément d'argent à cause de cette SARL. Et je me rappellerai notamment toujours, je livre cette petite anecdote, je crois que je te l'avais raconté peut-être, mais on a ouvert notre SARL en août de je sais plus quelle année, août 2021 ou août 2020 ou 2021 peut-être. Et au début, on a juste structuré notre activité. On vendait des produits physiques dans le domaine canin. On se fournissait en France, on voulait faire ça bien, c'était sous forme de box, etc. Donc les 6 premiers mois, on a juste structuré notre activité, notre offre, notre site, nos partenaires, etc. Donc au début, on n'a absolument rien vendu et on a pas mal dépensé. On avait fait un apport perso chacun. On avait apporté plusieurs milliers d'euros chacun. En apport perso, on ne voulait pas faire de prêt ni rien, on voulait faire ça en fonds propres. Et donc on avait dépensé une énorme partie de cet argent pour acheter notre stock, pour commencer, on avait pris des gens pour faire des photos, pour faire des vidéos, on avait fait un truc assez huge, en tout cas pour nous à l'époque. Et je me rappellerai toujours de ce beau matin de décembre 2021 où je me lève, je suis encore en peignoir et je regarde la pile de courrier de la veille. Vraiment comme dans une petite série américaine, tu vois, j'ai mon café à la main, je suis un peu dans les vapes, je sais pas trop ce qui se passe. Et je regarde mon courrier et là, je soulève un courrier et je vois URSSAF. Pour ceux qui n'ont pas d'entreprise, quand vous recevez un courrier de l'URSSAF, c'est que votre compte en banque va être allégé très bientôt. Soit vous êtes au courant parce que c'est les cotisations et du coup, il n'y a pas de problème, soit vous n'êtes pas au courant. Et moi, là, j'étais pas au courant. Donc, j'ouvre ce courrier de l'URSSAF en me disant « Ah, ils vont sûrement juste me donner une information, me parler de mon compte peut-être. » Eh bien, j'ouvre ce courrier. On était tard dans décembre, on devait être le 17, 18, 19 décembre, juste avant Noël, le moment idéal pour m'envoyer ce genre de courrier. Et ce courrier me disait que j'avais littéralement 8 jours, je crois, ou 10 jours, pour faire un virement de 2200 euros, sous peine de commencer à avoir des pénalités de retard qui étaient, je crois, de 10% ou de 7% par mois.
ce qui est colossal. Et comment vous dire qu'à ce moment-là, évidemment, première chose que je me dis, c'est une arnaque. Comme on en reçoit beaucoup quand on ouvre une entreprise. Donc je me jette sur mon compte URSSAF, je me connecte, et là j'ai un énorme pop-up qui s'ouvre et qui me dit « Bonjour, vous avez vos cotisations de l'année, etc. » Mais comme c'est votre première année et que vous n'avez pas gagné d'argent, bah, c'est pas indexé sur vos gains, c'est indexé sur... Et bah, ça représente 2200 balles à ce moment-là. Et là, je me rappelle qu'on s'est regardé avec Victoria et on s'est dit qu'un jour on partirait. Je me rappelle que on vient ce d'avoir jour-là... l'origin story de Dubaï. Ouais. Les gens vont pouvoir vraiment raccorder les points dans le multivers vraiment... de notre podcast avec les infos qu'ils ont et tout. Ouais, exactement. Ce jour-là, on s'est vraiment dit, ok, on n'est vraiment pas aidé, et pire que ça, on nous met des bâtons dans les roues, quoi. Moi, depuis que je suis jeune, j'ai l'impression qu'on aide les entrepreneurs, on aide les jeunes et tout. Ben moi, j'ai vécu le moins 2200 € à Noël à 21 ans tout juste. Et je me suis dit, mais en fait, là, l'immense majorité des gens qui auraient eu les mêmes projets que nous, bah, ils n'avaient pas 2000 € de côté. Moi, c'était carrément les sous d'un héritage que j'ai dû mettre là-dedans. C'est même pas des sous que j'avais gagnés parce que j'avais plus de sous, j'avais tout mis dans ma société en me disant c'est pas grave, je mets tout dans mon entreprise, mais au moins je maîtrise. Je pouvais plus payer en fait, et donc j'ai dû mettre les sous d'un héritage que j'avais mis de côté, qui étaient des sous pour partir en vacances, etc. Ça a quand même été une sacrée période, et ça m'a bien ancré dans la tête qu'effectivement on n'était pas aidé. Alors je sais que ça dépend vachement des activités. Mon frère par exemple qui a créé un business physique, il a vachement été aidé par la région, par la municipalité aussi. Mais il y a plein d'autres critères qui rentrent en jeu. Il s'est implanté dans une zone très défavorisée, c'est un business physique. Voilà, il est allé chercher des aides là où il y en avait. Nous, on a beau être allé chercher, on nous a rien donné, au contraire. Et donc on a, pour finir cette anecdote, on a continué avec la SARL, la société s'est plus ou moins bien portée, on a fait quelques dizaines de milliers d'euros, on s'est retrouvé à peu près break-even au bout de quelques mois, au bout d'à peu près 1 an. Et puis on faisait, à côté je faisais des sites web, les sites web ça marchait mieux, donc on a fini par vouloir fermer cette SARL, se concentrer à 100% sur les sites web, donc en micro-entreprise, puisqu'il n'y a pas de charge quand tu fais des sites web, ou très peu. Moi, en l'occurrence, j'en avais pas. Et du coup, en fermant cette SARL, ça a aussi été une galère. Parce qu'en fait, fermer une SARL, ça coûte de l'argent. Pas mal d'argent, hein. On dépensait plus de 1000 balles pour fermer cette SARL en tout. Et on a dû faire valider les comptes, etc. Enfin, c'était un enfer. Donc si j'ai un seul conseil à vous donner, en micro-entreprise, vous pouvez le faire en toute autonomie. Si vous voulez vraiment ne pas vous casser la tête et tout, vous pouvez quand même déléguer quelques petits trucs. Par contre, en SARL, en SAS, etc., c'est indispensable à mon sens. Vraiment indispensable de déléguer, quoi. Bah, j'ai même découvert avec toi qu'il y avait des jeux. Mais j'en avais parlé avec un gars près de chez moi qui faisait et qui fait toujours, je pense, du dropshipping aussi, une grosse boutique d'accessoires, de trucs pour chiens. Un truc qui marche assez bien, je crois, en SEO. Et il me disait effectivement la compta, on la faisait nous-mêmes. Ce que j'allais dire, j'ai découvert avec toi qu'il y a des gens qui décidaient de faire leur comptabilité eux-mêmes en société. Alors que moi, je pensais même que c'était la solution par défaut. Et le non-choix à faire, c'était d'avoir un comptable, quoi. Enfin, du coup... oui. Nous, on nous avait dit... c'est vraiment 300 € par pourquoi mois, faire simple qu'on peut faire compliqué. Tu vois, je m'étais dit ça, mais effectivement, après, c'est une question de... j'allais dire pouvoir d'achat, on va dire pouvoir d'achat d'entreprise, quoi. Ouais, voilà, mais c'est exactement ça. Parce que nous, on nous avait dit 300 € par mois, on avait dit bah non. Ouais, un cabinet d'experts comptables, ouais, ça va être 300 € par mois. Et puis sinon, la compta en ligne, type Dougs et tout, bah, c'est beaucoup moins cher quand même. Maintenant, tu n'avais peut-être pas ces choix. Après, tu connaissais pas non plus toutes les possibilités, je pense. Dougs, voilà, ça peut être 80-90 € par mois. On connaissait pas bien. On a quelqu'un qui nous a dit qu'il le faisait lui-même. Il fait 2 millions par an. On s'est dit, ah, nickel. En fait, bon, il y a plein de choses qui font qu'il le faisait lui-même, mais notamment qu'il n'y a pas beaucoup de transactions dans son entreprise. Il fait 2 millions d'euros de fautes par an ou ça se passe comment? Non, mais après, il y a des gens qui font vraiment 2 millions. Ouais. Il fait vraiment 2 millions, tous ces trucs tous ces comptes sont validés à la fin de l'année, etc. C'est quand même bien fait, mais c'est juste qu'il a fait une partie de ses études en rapport avec ça, et du coup, il maîtrise, quoi. Tu veux... Mais donc... Ouais, non, pardon, j'allais dire après, si tu veux partir aussi rapidement, mais sur ce que tu fais à Dubaï, comment tu veux te structurer à Dubaï, même si c'est en cours... c'est sur ça que j'allais. Voilà, c'est un peu work in progress, je sais pas à quel point tu veux aller sur ce terrain-là, mais je pense que ça peut intéresser les gens, éventuellement, donner des pistes.
Ouais, tout à fait. À Dubaï, on m'a proposé une solution par défaut immédiatement, pour le coup, d'une simplicité sans nom. C'est une LLC. De ce que j'ai compris, c'est l'équivalent d'une, à peu près, hein, dans les grandes lignes évidemment, c'est l'équivalent d'une SARL en France. LLC, c'est une société. Mais Ouais. à Dubaï, c'est pas américain comme forme? Ouais. En fait, c'est une forme internationale, LLC. Je savais pas non plus. Je croyais que c'était que que c'était que américain. En fait, il y a des LLC américaines, des LLC émiratis, il m'a cité un autre pays, je sais pas si c'était pas l'Irlande ou un truc comme ça. Enfin bref, dans tous les cas, là c'est une LLC, responsabilité limitée, ça veut dire que si mon entreprise doit de l'argent, on vient pas chercher mes meubles et mon chien, donc ça c'est top. Et globalement, c'est tout quoi. J'ai pris évidemment avec plaisir les services de comptable qu'on m'a immédiatement proposé, le service d'ouverture de compte bancaire. Globalement, je suis accompagné par une excellente équipe. En tout cas, c'est l'impression que ça donne pour l'instant, même si c'est work in progress, comme tu dis. Donc là, pour l'instant, je fais des virements, je donne mon argent et on me dit que tout va bien. Donc tout va bien. Tu veux donner avec qui tu bosses? La boîte avec qui tu bosses? Je bosse avec une boîte qui s'appelle Maj, M-A-J. C'est tout simplement la boîte qui a accompagné le plus d'entreprises francophones dans la création à Dubaï. Ils s'occupent aussi du visa de résidence, qui est quand même un plus. En plus, ils sont extrêmement sympas. J'avais entendu qu'ils étaient sympas. Je m'étais dit oui, bon, ils sont tous sympas, ils ont tous leurs trucs à vendre. Bah eux, ils sont vraiment sympas, en plus d'avoir des trucs à vendre, évidemment. Mais ils sont vraiment sympas, donc ça fait quand même du bien. Il y a des événements organisés avec tous les entrepreneurs et tout. Donc pour l'instant, work in progress, mais pour l'instant, je recommande à 100%. Ok. Question suivante. Avec plaisir. Alors, je vais prendre la question à laquelle je ne vais pas répondre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est une question de Medzatou. Désolé encore une fois pour la prononciation. Une question, on a copié mon site e-commerce, même nom de domaine, volé mes photos. Quels sont les recours possibles et leurs coûts? Et cette personne a précisé, vous pouvez répondre dans le prochain podcast. Alors d'abord, merci beaucoup à toi, je me permets de te tutoyer. Hein. Merci à toi parce que je reconnais ton pseudo, je sais que tu as commenté à plusieurs reprises, tu avais laissé au moins 2 petits commentaires avant pour nous encourager à faire ce podcast. Je crois que tu nous écoutes à chaque épisode et du coup c'est super que tu nous aides comme ça, que tu commentes, sans doute que tu likes, que tu t'abonnes à la chaîne, absolument tout ce qu'il faut faire pour encourager le podcast. Que tu partages, absolument. Tu partages peut-être, absolument. Pourquoi je réponds juste pas à ta question, même si Louis peut y répondre s'il prend 15 secondes maximum pour répondre à cette question, c'est que c'est quand même une question qui est extrêmement spécifique et qui vient directement du fait que nos métiers respectifs ont un lien de près ou de loin avec de l'e-commerce. Mais en l'occurrence, on est vraiment sur une question qui est quasi un peu technique et qui ne concerne pas forcément en fait, la majorité des gens qui vont nous écouter. Le but des questions qu'on va prendre ici, c'est quand même d'intéresser le plus grand nombre de personnes. Et là, le fait quel recours possible quand on vole des trucs sur mon site e-commerce, même si je suis désolé que ça te soit arrivé, sache que ça m'est arrivé aussi. En l'occurrence, c'est pas une question qui a sa place pour moi sur le podcast. On n'est pas sur un podcast e-commerce, on n'est pas sur un podcast WordPress, Shopify, dropshipping, etc. Donc je trouve que c'est trop précis. Est-ce que tu as un petit conseil à donner éventuellement, Louis, rapidement, si tu veux, par rapport à ça? Mini conseil à donner, il y a un service officiel dont j'ai oublié le nom qui sert précisément à ça. Donc contacte-les et deuxième chose, contacte ton assurance professionnelle. Ils vont s'en occuper, ils vont t'aider pour les papiers, la paperasse et tout. C'est comme ça que tu dois faire tout simplement. Ok, et ça me fait penser que... C'était assez rapide. C'est très rapide, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide, c'est très bien. Et ça me fait penser au fait que j'ai effectivement une anecdote par rapport à ça. On m'a effectivement volé moi aussi mes photos et plein de trucs. Mais je raconterai cette anecdote plus tard. Je la raconterai plus tard. Okay. Je me la garde de côté, mais je vous promets de vous la servir. C'est très sympa, c'est vraiment mes débuts en e-commerce. Et il s'est passé plein de choses, il y a eu plein de rebondissements, c'était très rigolo. Ça me donne d'ailleurs très envie de la raconter maintenant, mais on prend la troisième question. On prend la troisième. Ouais. La troisième, elle est pour toi, Louis. Donc c'est une question de Moog6513, qui est un pseudonyme qui me dit fort quelque chose aussi. Je me demande si j'ai pas vu cette personne à de moult reprises, peut-être chez moi aussi avant. Donc pour le transhumanisme, je suis plutôt d'accord avec Alexis, mais également avec Louis. Ça va, un entre-deux. Un entre-deux, parfait. J'imagine déjà des pirates prendre le contrôle, les implanter et faire des trucs dingues. Donc c'est évidemment tout ça une référence à notre épisode sur le transhumanisme et le fait de vivre 150 ans. Si vous ne l'avez pas déjà écouté, allez l'écouter, c'est un très bon épisode, évidemment. Ouais. Sachant que c'est tout à fait possible, donc là ce qu'il vient de mentionner, contrôle les implanter, se faire hacker, etc. Est-ce que, Louis, tu serais toujours prêt à t'augmenter? Donc si je résume sa question, c'est
dans la mesure où tu voulais t'augmenter, ce que tu disais dans l'épisode sur le transhumanisme, il y a la notion de se faire hacker qui est présente et qui n'existe pas quand on est juste organique. Du coup, qu'est-ce que tu as à répondre, Louis? Est-ce que tu es prêt à le faire? Vas-y. Ouais, bien sûr, j'ai une réponse toute faite. Est-ce que tu possèdes un ordinateur? Fin de la réponse. C'est exactement la même chose pour moi. Quand on a un ordinateur, on peut se faire hacker. Peut y avoir un routeur qui peut hacker notre caméra, on peut se faire hacker à plein de niveaux. C'est nul. Pour moi, c'est exactement la même chose. Mais non, c'est pas du tout la même chose. Oh là 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 là, quel punchline 0 sur 10. C'est juste non, parfait c'est vraiment nul. Attends, Louis. Là, on parle de te faire hacker toi. Toi, être humain, ton corps, tes cellules, ton cerveau, c'est pas ton ordinateur. Si je perdais mon ordinateur, ce serait tout aussi grave actuellement. Ah bon, d'accord. Ouais, t'as bien rebondi. Mais quand même. Non, c'est vrai, ça te fait pas peur de te faire hacker, toi, personnellement. Tu te dis pas. T'aurais pu dire, les gens, on se met un pacemaker dans le. Et on peut. Tu vois, c'est dangereux d'avoir un pacemaker quand tu passes dans des portiques ou des choses comme ça. Ils doivent désactiver un truc. C'était mon deuxième niveau de réponse. Ouais, okay. Il y a des gens qui ont déjà des trucs. Il y a des gens qui ont des pacemakers. Il y a déjà des gens qui ont de la technologie quand même dans le corps. Des mains, des bras, etc. Des jambes. Maintenant, il y a beaucoup moins de risques de se faire hacker ça que de se faire hacker un ordinateur, de se faire hacker un téléphone, de se faire hacker tout l'électronique grand public qu'on a actuellement. Mais parce que tu t'es renseigné sur ce sujet, tu sais qu'il y a moins de risques parce que... je sais qu'il y a moins de risques, ça me paraît simplement logique. Par contre, ce qui est certain, on dirait un vœu pieux, c'est-à-dire quelque chose que tu souhaites très fort. Non, il y a les lois sont pas du tout les mêmes, les restrictions sont pas les mêmes, les obligations sont pas les mêmes. Évidemment, pour que on puisse brancher de la technologie dans le bras d'un humain, ou plus récemment les premiers tests sur les humains de Neuralink qui ont été approuvés par le Sénat américain, bah, du coup forcément c'est pas du tout les mêmes lois, les mêmes obligations que quand on veut juste fixer une jambe en bois à Robert parce qu'il s'est fait rouler dessus par un tracteur. Donc moi, tant qu'il y a des lois pour nous protéger sur ces trucs-là, avec plaisir, ça me fait pas plus peur que ça. Notamment parce que, malheureusement et heureusement, je dirais, il y aura aussi une sélection par le prix. Quand tu as une voiture avec de l'électronique à l'intérieur qui coûte 12 000 €, tu as quand même beaucoup plus de chances que ton électronique parte en cacahuète à un moment que quand c'est une voiture à 150 000. Alors là, évidemment, vous allez me sortir des contre-exemples, etc. Je sais, il y a des contre-exemples, je parle de moyenne générale. Mais pour la technologie d'augmentation, pour le transhumanisme, pour moi, ce sera la même chose. Je ne vois pas d'autres possibilités que la même chose, parce qu'il y a tellement de personnes qui vont en avoir besoin et les acquérir que le marché va faire que. Et donc, le marché va faire que, on va nous vendre des abonnements pour se protéger, etc. Et je paierai ces abonnements avec plaisir. Moi, en tout cas, je suis d'accord avec ton commentaire, Moog. Je te rejoins là-dessus. Enfin, c'est un vrai sujet. Et moi, la seule chose que j'aurais à répondre à ça, c'est, comme beaucoup de choses dans la vie, ne soyez jamais ni les premiers ni les derniers. Voilà. Donc, laissez Louis foncer tête baissée sur ces technologies et tester pour nous. Soyez pas non plus les derniers, parce qu'ensuite, vous êtes une génération en retard. Vous êtes, je sais pas, on est juste en retard, quoi. Et soyez juste le juste entre deux, le juste au milieu, vraiment. Voilà, exactement. Ouais, mais laissez Louis aller, laissez Louis. Et si on voulait filer la métaphore encore plus loin, le juste entre deux, c'est du coup dans les premiers mois, dans les derniers toi. Et donc il y a soyez entre nous deux. Ce qui me fait beaucoup penser, pendant que tu parlais de tout ça, du coup, je pensais à l'Apple Vision, parce que j'ai vu passer un mail dans ma boîte mail. Oui, on est d'accord. Bon, là, je veux bien admettre, Louis, que c'est peut-être le hardware qui va me faire passer du côté complètement obscur de la force. C'est pas impossible. Ça se trouve, ça va être la petite porte d'entrée où je vais le prendre. Et du coup, en fait, comme je vais le prendre, il va y avoir un effet domino, tu vois, où je vais dire, mais il me faut un MacBook, il me faut un iPhone, il faut machin. Alors, tout ça va pas se faire dans un laps de temps de 1 ou 2 mois. Ça va prendre plus de temps que ça, mais ça pourrait avoir cet effet domino-là. Mais c'est vrai qu'il y a l'Apple Vision Pro m'intéresse, et il m'intéresse en particulier pour une raison majeure, c'est la notion de friction. Alors, je m'explique. Moi, je prends un plaisir infini à, des fois, quand tu te plonges dans un sujet et que tu apprends quelque chose,
à pouvoir passer à avoir par exemple 2 écrans et à avoir différents formats d'outils différents pour apprendre sur un nouveau sujet. Par exemple, dans un écran, tu as ChatGPT, dans l'autre écran, tu as Google, ça existe toujours, ou à côté, tu as ton téléphone peut-être pour pouvoir parler en vocal à ChatGPT, et puis d'un seul coup, tu passes sur Wikipédia, hop là, d'un seul coup, tu sautes rapidement sur Notion, ou alors tu as peut-être une extension Chrome qui te permet de récupérer une extension Chrome comme Line, qui te permet de souligner des trucs, de les récupérer dans un endroit centralisé, ensuite de les envoyer automatiquement dans Notion, etc. Et je trouve que moins tu as de friction pour faire les choses en général, et plus tu peux rentrer dans un état de flow hyper rapidement. Et moi, par exemple, c'est un sujet qui me tient à cœur, la notion de zéro friction. Quand tu apprends sur des sujets, quand tu te cultives et que tu apprends tu es en train de te former, tout simplement. Et c'est quelque chose que je ressens de temps en temps. D'un seul coup, ça file tout seul. Je passe d'un écran à l'autre, je suis en train d'apprendre sur un sujet. Là, je prends en note rapidement sur cette page. Hop, j'arrive rapidement à copier-coller ça au bon endroit dans Notion. Je suis organisé, etc. Et il y a un peu cette notion de zéro friction que j'ai ressenti aussi à l'apprentissage des langues avec une application incroyable qui s'appelle Hello Chinese pour apprendre le mandarin et qui est la meilleure application au monde pour apprendre une langue, clairement. Avec cette seule application fait que j'ai vraiment envie d'apprendre le mandarin alors que j'en ai pas du tout l'utilité et que c'est pas la langue qu'il faut que j'apprenne, mais j'ai un souvenir vraiment tellement positif de cette application, elle est tellement bien et j'ai jamais retrouvé cette qualité-là de zéro friction pour apprendre une langue avec le japonais ou avec d'autres langues, alors que le japonais est supposé être plus facile pour moi que le mandarin, mais j'ai l'impression que le chinois est plus facile. Pourquoi ? Juste parce que l'application était super bien faite. Avec vraiment plein d'exercices, plein de façons t'as le système de carte-mots, des fois quand tu lis les caractères, t'as les trucs écrits juste au-dessus de ce que ça veut dire, etc. Des fois, c'est plein de petits détails dans l'UI UX qui fait que t'as ce concept de zéro friction qui est vraiment bien incarné, tu vois. Où est-ce que je veux en venir ? C'est que l'Apple Vision, pour moi, ça peut être une redécouverte de la notion de zéro friction pendant peut-être d'autres sujets de ma vie. C'est-à-dire que je suis très curieux de savoir en termes d'UI UX et de comment les applications vont utiliser cet appareil, de comment on va pouvoir peut-être passer d'une application à une autre, connecter les choses ou apprendre dans des sujets ou se plonger dans des sujets où par exemple moi ça m'agace de passer toute ma journée assis et j'ai vraiment envie des fois de regarder des vidéos ou de lire des trucs ou d'avoir des sujets, de regarder du contenu quoi, de manière générale, peut-être en marchant plus facilement, mais ça s'appelle écouter un podcast ou écouter quelque chose, mais ça c'est quand c'est que de l'audio. Mais qu'en est-il de la vidéo ou de d'autres sujets, tu vois, ou de Wikipédia ou peu importe. Et l'idée peut-être d'avoir un casque va peut-être me permettre de redécouvrir complètement en fait certaines choses, certaines activités que je fais aujourd'hui avec peut-être moins de friction, plus de fluidité. Et c'est ça qui m'intrigue énormément, c'est la notion de baisser la friction au maximum sur des choses par rapport au travail ou sur des choses par rapport à la culture quand j'apprends sur de nouveaux sujets ou peut-être du divertissement, j'en sais rien, d'autres choses, mais plus on rentre dans un état de flow facilement dans la vie, je trouve, et plus tu as une vie enrichissante, quoi. Imagine, l'appareil est tellement bien que tu es dans un état de flow perpétuel du matin au soir, tu vois. Sur tout ce que tu fais, tu vois. Non-stop. Tout le temps. Fatigant, tu vois. Ouais. Non, mais c'est oui, ça qui m'intéresse. C'est la notion de frictionless de cet appareil, de ce hardware, et la possibilité d'aller le plus vite possible, le plus facilement, rapidement possible dans un état de flow par rapport aux activités que tu fais. Et la notion de zéro friction ultime qu'on imagine tous, c'est les films de science-fiction où tu es là avec un énorme écran où tu es dans un truc de réalité augmentée. Tu n'as d'ailleurs pas de casque, souvent dans les films. Et tu es là et tu es en train de prendre les trucs et jeter machin et faire machin et utiliser un espace entier autour de toi pour pouvoir interagir avec les applications et ce que tu fais. Ou l'apprentissage où tu es en train d'apprendre des trucs et tu peux, je sais pas, imagine une application de mind map. En réalité augmentée où tu prends les trucs, tu les connectes, etc. On peut vraiment imaginer des concepts un peu fous. Et c'est vraiment cette notion de zéro friction et de changer un peu la façon dont on consomme du contenu, dont on travaille et tout, pour rentrer dans le flow le plus facilement possible qui m'intéresse avec le Vision Pro. Ok, ouais, je vois. Ça, c'est une très bonne nouvelle que ce soit ta porte d'entrée, parce que je pense que c'est une porte d'entrée qui en plus est carrément géniale. On n'a pas dit d'ailleurs la date, c'est début février, je crois, c'est ça ? Ouais, 9 ou 6. Donc ça veut dire qu'en France aussi février. Non, c'est aux États-Unis uniquement ? Non. Ouais, c'est qu'aux États-Unis. Ok, évidemment. C'est qu'aux États-Unis, mais ça veut dire quelques mois. Pas aux États-Unis, à Dubaï. C'est bien que aux États-Unis. C'est l'endroit où il aurait fallu déménager, c'est les États-Unis. On est d'accord que. C'était le projet de base. Tout début, c'était le Texas. On aurait pu avoir Threads en avant-première là-bas. Exactement, ça aurait changé ma vie. Donc ouais, alors je suis d'accord avec à peu près tout ce que tu viens de dire. Moi, l'unique raison qui me donne envie d'avoir le Vision Pro, c'est juste Apple.
Ça s'arrête là. Voilà. Okay. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Après, je pense que c'est agréable d'avoir un culte envers une marque ou quelque chose. Je pense que ça a quelque chose d'épanouissant dans la vie. Alors, ça vaut autant à l'échelle religieuse qu'à l'échelle de marque. Et moi, je pense que c'est agréable. Alors, non seulement c'est assez agréable, et en plus, moi, je suis un peu un salaud. Si je peux tirer sur les autres marques, si je peux venir titiller quelqu'un avec ce que Louis fait tout le temps, hein, je vous le dis, ça n'arrête pas. Évidemment beaucoup moins bien. Si je peux tirer sur le culte de qui que ce soit d'autre, qui est évidemment un culte nul à chier comparé au mien, du coup j'y prends un petit plaisir, et en même temps c'est toujours fait dans l'humour et la bienveillance, donc les gens autour de moi le vivent assez bien, sauf les gens qui adorent vraiment des trucs nuls. Là c'est purement jugement de valeur, mais quand même il y a quand même des limites. Mais non, c'est effectivement assez agréable d'avoir j'irais pas jusqu'à dire un culte. J'ai aussi beaucoup ce côté où quand j'ai un comportement qui déclenche quelque chose chez quelqu'un, quoi que ce soit que ça déclenche, je suis capable de totalement transformer ce comportement et faire comme s'il était vraiment mien, même si c'est pas le cas à la base. C'est-à-dire que s'il y a un type de blague auquel je vois que tu vas plus réagir, par exemple, alors que c'est juste une blague que j'aurais fait comme ça au hasard, et ben en fait inconsciemment je vais me mettre à souvent faire ce type de blague, et donc toi dans ta tête tu vas te dire ah oui Louis il est comme ça, alors que non, c'est juste en réaction à ta réaction que je deviens comme ça, et je fais ça hyper souvent avec beaucoup de gens pour tout. C'est un mode de fonctionnement que j'ai développé d'adaptabilité, je suppose, mais qui moi me pose aucun problème puisqu'il est automatique, je me force à rien, tu vois. C'est juste une bonne manière de déclencher des trucs chez les gens. Pour donner du grain à moudre au moulin Louis, sache que j'ai acheté une tablette récemment Samsung et c'est une catastrophe. Oh mon Dieu. Mais non, mais en fait, non, mais attends, tu sais pas pourquoi c'est une catastrophe. C'est pas l'UX, l'UI ou quoi que ce soit. Non, je vais te dire. C'est parce que c'est Samsung la catastrophe. Non, Samsung c'est très très bien. Moi j'ai pas de problème. Enfin si, j'ai des problèmes des fois, mais qui n'en a pas. Genre ma compagne a un iPhone, j'en entends pas que du bien d'iPhone, je vais te dire, au quotidien. Mais donc du coup la tablette de Samsung, en fait c'est juste qu'elle marche pas. c'est juste. C'est un enfer. Mais non, mais je sais pas pourquoi. C'est terrible. Je suis trop curieux d'aller voir si elle fonctionne là maintenant. À quel moment qu'elle est t'as acheté rechargée. En fait, c'est juste que à chaque fois que je fais des trucs sur la tablette, ça prend 10 plombes avant de se faire et tout. On dirait que c'est complètement buggé, éclaté au sol, comme dirait, je sais pas qui dit ça, enfin tout le monde. Et ça m'énerve parce que je voulais faire ça pour de la formation et finalement je l'ai pas fait parce que je voulais juste gagner du temps. Je voulais passer à autre chose. Je voulais prendre le temps de pouvoir dessiner ou gribouiller sur ma tablette. Parce que j'avais une idée de leçon où je pouvais faire ça et du coup je l'ai pas fait. À quel moment t'as acheté ça ? Il y a quelques jours, je peux encore la renvoyer. Ah, je suis touché de notre amitié, Alexis. C'est tellement un iPad qu'il te fallait, mais tellement, t'aurais été ravi et tu te serais dit en fait Louis il a raison depuis tout ce temps, parce que ça aurait parfaitement répondu. D'ailleurs on parlait d'Antoine BM la semaine dernière. Antoine BM est évidemment aussi fan que moi, voire peut-être même encore plus de toute la suite Apple, et lui qui utilise il voulait faire un podcast Apple, ça aurait été un podcast d'ontologie s'il avait continué. Ouais, ça aurait été en dehors génial. Même des formations, il n'aurait jamais voulu continuer un podcast sans faire de formation, mais s'il n'avait pas fait de formation, qu'il avait juste continué le podcast était intéressant. Et passion, ça aurait fait un podcast numéro 1, je pense, sur la thématique Apple en France après toutes ces années. Oui, forcément. Ouais. Mais oui, ça aurait été très cool. Été cool. Et lui, pour ses formations, il utilise un iPad. Il utilise un iPad pour gratter, pour les mind maps, etc. Ouais. C'est de nos influenceurs préférés que tu devrais t'inspirer. Je suis bien curieux de voir si ma tablette, elle fonctionne maintenant. Attends, est-ce que ma tablette fonctionne maintenant ? Exclusivité, un nouveau chapitre dans Entre deux, la tablette d'Alexis fonctionne-t-elle ? C'est un nouveau chapitre qu'on va vous proposer. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si ça vous a fait rire ce moment, n'hésitez pas à nous le partager. J'ai une tablette rechargée à 100%. J'ai l'impression de présenter ça comme une feature. Ma tablette s'est chargée, ouais. Il ne faut pas voir le code, évidemment, parce que tout ça est filmé. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ok, tout est revenu à la normale. Ouais, bon. C'est un enfer. Je sais pas si du coup je la garde ou pas. Non, mais en fait, il y a deux raisons pour lesquelles je voulais une tablette. Un, c'est la pédagogie dans les formations et tout. Je voulais pouvoir faire certaines leçons des fois en expliquant des trucs, en écrivant, en gribouillant, en faisant des dessins, tu vois, avec un stylet. J'ai un magnifique stylet
Il est pas là. Cette coque est vide. C'est pas grave. Et la deuxième raison, c'est que je fais des sites internet en fait. C'est pas nouveau. Et du coup, depuis des années, en fait, je regarde juste avec des logiciels de responsive design, tout pour voir sur tablette, mais j'ai jamais eu de tablette. En fait, j'en ai toujours pas énormément l'utilité. J'ai jamais voulu de tablette. J'ai eu une tablette il y a quelques jours et ça m'excite pas le moins du monde. Je pense qu'il y a des gens, ils vivent pour avoir une tablette. Moi, j'ai eu une tablette. Je me suis dit bon, j'ai une tablette. Je l'ai pas calculé pendant plusieurs jours, tu vois. Parce que j'en ai pas l'utilité dans ma vie. Je vois pas le but. Enfin, j'en ai pas l'utilité, quoi. Pourtant, ça peut être utile pour plein de trucs, je pense. Et ouais, je veux regarder les sites sur tablette, en fait, tout simplement. Donc, comme ça, j'ai une vraie tablette, je peux regarder, quoi. Bah oui. C'est utile pour plein de trucs, mais globalement, moi, les tablettes, c'est pas mon truc du tout. J'en ai pas du tout envie. Moi, j'ai plus envie d'iPad que de tablette. iPad, évidemment, j'ai super envie d'avoir un iPad. Ça, je sais que ça viendra. J'en ai juste pas l'utilité actuellement, mais je sais que ça viendra à un moment ou un autre. Et vraiment, pour le coup, là, pour moi, t'as fait une erreur. Acheter un iPad aurait été juste la porte d'entrée, t'aurais été ravi. Là, j'aurais eu un autre Alexis face à moi. Non, mais après, j'avais déjà une application pour dégribouiller et tout. J'avais ce qu'il fallait, c'est juste la tablette. Ce matin, elle marchait pas et en fait, je l'avais pas rechargée. Et au moment où je la testais, elle était à 8%. J'ai l'impression qu'en fait, quand elle est à 5, 8, 10%, elle fait la gueule. Je sais pas pourquoi. Mais moi, normalement, un truc à 10% de batterie, ça marche quand même. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je conçois. Ça marche parfaitement. Ouais. Mais après, j'imagine que les concepteurs de Samsung seraient d'accord avec moi. Donc, peut-être que j'ai eu une tablette pas de bol, ce qu'on appelle la tablette pas de bol. C'est la tablette que quand elle a 8%, ça marche pas. Mais c'est le surnom de Samsung pour moi, pas de bol. Absolument. Vous voyez qu'il en rate pas une, du coup. À chaque fois, dès qu'il y a une opportunité, il tire à balles réelles, quoi. J'aimais bien le seul produit Samsung que j'ai aimé pendant pas mal de temps, c'est les télés. Et après, je me suis rendu compte qu'elles étaient nulles à chier parce que j'ai découvert les télés LG. Je pensais que c'était ça que tu allais me dire. Non, ça c'est ça. Non, parce que là, ce que je montre rapidement juste à la caméra, c'est le téléphone qui se plie en deux, que j'ai du coup, et c'est très très bien, c'est très très pratique. Vraiment, il y a plein d'usages auxquels je ne pensais pas et que j'ai maintenant et que je n'avais pas vu venir, que je n'avais pas anticipé. Et au début, je pensais que c'était vraiment soit juste gadget, soit pour gagner de la place dans un téléphone. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a 5, 6, 7 usages différents que tu as d'un téléphone qui peut se plier en deux. C'est très très pratique. Et je pense que pour une fois, peut-être que Apple devrait être suiveur et proposer des téléphones qui se plient en 2, en 4. Ça peut être assez cool. Je suis relativement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais pour une raison à laquelle tu ne t'attends pas. Parce que plus sérieusement... Qu'est-ce que ça veut dire non, mais plus sérieusement que ce que je disais moi avant. Ah ok, non, je dis, parce que là, Samsung, tout ça c'est bien, mais bon, plus sérieusement. Oui, c'était à double sens, voilà, prenez-le comme vous voulez. Dans la chronologie de tout ce que sort Apple depuis plusieurs années, globalement, dans les technologies, ils sont en fait pas les premiers à sortir une technologie. C'est même assez rare que Apple sorte une technologie en premier. Le seul truc qui est génial, c'est qu'ils le sortent au moment où c'est très bien pour les utilisateurs. Tout le monde se rappelle des tout premiers Samsung qui se plient, qui en fait se cassaient assez rapidement. Il y avait un célèbre test qui a plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de millions de vues sur YouTube, où en fait c'est un appareil qui ferme et qui rouvre, et je crois qu'au bout de 5000 fermetures et ouvertures, ça commence à se fissurer sur les tout premiers Samsung qui s'ouvrent et qui se ferment. Je dis pas que commercialement parlant, Samsung a tort de faire ça. Je pense que c'est bien, ça leur permet d'itérer, ça leur permet d'avoir des retours, etc. Mais ça détruit la vie de plein de gens qui ont investi des centaines d'euros et des centaines de dollars dans leur outil de travail pour certains. C'est juste abominable, c'est n'avoir aucune âme, aucune conscience. Chacun son camp. Moi, je suis dans l'équipe d'Apple qui sort des produits au moment où ils savent que ce sera juste parfait pour la vie de l'utilisateur, que ça va améliorer son quotidien, que ça va lui permettre de mieux connecter avec sa famille, mieux connecter avec son travail, de gagner plus d'argent, d'être plus prospère et d'augmenter son taux de conversion, bien entendu. Donc bon, chacun son camp. Moi, je suis dans le camp de personne. Le seul camp dans lequel j'accepte d'être à la fois en tant que consommateur et peut-être aussi finalement en tant qu'entrepreneur, je l'avoue, c'est le camp produit. Et le camp produit pour moi, ou le camp écosystème, c'est le camp de ceux qui veulent faire les choses le plus simplement et le plus interconnecté possible. Et de ce point de vue-là, je sens bien qu'Apple a quelque chose à défendre. Ça ne veut pas dire que les produits Samsung ne le font pas. C'est pas parce que c'est pas leur marketing et leur superbe et que personne ne parle de Samsung en disant leur écosystème interconnecté, tout le monde s'en fout. Mais en attendant, ils ont aussi
des tablettes Samsung, un téléphone Samsung, un PC Samsung, non ça n'existe pas, des écouteurs Samsung, etc. Et tu as toujours la possibilité quand tu passes d'un appareil à un autre d'avoir un cloud Samsung avec ton téléphone qui est entièrement sauvegardé, etc. Il y a des tas d'outils comme ça qui existent en fait, les gens ne le voient juste pas et je sais qu'Apple l'a vraiment magnifié ça j'imagine parce que c'est vraiment leur cœur d'ouvrage. Et peut-être une autre marque qui fait ça bien uniquement dans un segment de ce qu'ils font, et pas dans tout ce qu'ils font malheureusement, c'est la marque Google. Parce que quoi qu'on en pense, Google, en termes de suite bureautique, ça écrase absolument tout sur Terre, pour moi. Mais parce qu'en fait, tout est tellement interconnecté entre Gmail, tous les outils de la suite Google Doc, Google Sheet, tous les outils au fait, de la suite Workspace en général, et tous les trucs qui sont complètement interconnectés, après Google Maps et tout. Et du coup, comme ils sont à l'origine de tous ces outils-là, ils peuvent tous communiquer les uns avec les autres et avoir des raccourcis, des choses. C'est absolument génial. C'est d'ailleurs une des rares forces, je pense, de Google Bard, c'est qu'ils ont des intégrations natives avec Google Maps et plein de trucs comme ça, tu vois, que n'ont pas forcément les autres. Et ça, du coup, c'est le seul truc qui me donne envie de pousser davantage mon utilisation des outils plus Google et de passer plus de Dropbox à Google Drive, par exemple. C'est que Google Drive, c'est directement connecté à leur outil pour faire des signatures, à Google Doc, à Google Sheet, à machin. C'est tellement pratique. Et ça, Google le fait aussi sur leur bureautique. Alors, je sais que Google, ils font pas que des trucs bien, mais ils le font sur toute leur suite bureautique. Notamment, ils ont fait récemment, j'en parle dans l'une des formations que je viens de terminer, de tourner, l'équivalent à Calendly, mais dans Google. Est-ce que tu l'as testé ? Parce que c'est disponible. Non, pas du tout. C'est complètement disponible. Tu peux en faire un gratuitement et sinon, il faut prendre Workspace pour en faire plusieurs. Mais du coup, tu as la possibilité d'avoir un truc de booking avec horaire et tout, comme un Calendly, mais lié directement à ton Google Agenda. Google Agenda étant le truc que tout le monde sur Terre utilise. Quand tu as un outil de réservation pour ton temps qui est directement natif à Google Agenda, là aussi, enfin voilà quoi. Et il est bien fait. Il est normal, il est bien. Et tu peux intégrer Stripe et des liens de paiement. Apparemment uniquement sur Workspace. Donc ça veut dire qu'il faut passer quand même par la version pro. Donc c'est 8 € par mois, je crois, pour avoir Workspace Pro. Et là, tu as, je crois 1 Tera de Google Drive. Enfin, tu as plein de trucs. Et au passage, oui, tu peux avoir plusieurs agendas sur ce truc. Et tu peux, je crois, apparemment, c'était écrit à un endroit que tu pouvais intégrer Stripe. J'ai pas testé, mais tu peux. Ok, très bien. Oui, parce qu'en tant que bon businessman, la première question que je me pose immédiatement, c'est est-ce que ça rapporte de l'argent ? Non, mais là, pour le coup, je pense que oui. Je pense que c'est très intéressant. Et ça, tu vois, Google le fait. Et donc, ça, c'est l'une des qualités sur cette partie-là, plus software et bureautique de Google. C'est peut-être la qualité qu'on retrouve hardware même et plus généraliste encore que fait Apple, quoi, de tout bien connecter, tout rendre fluide et tout. Le point fort d'Apple sur tous ces sujets-là, c'est qu'ils maîtrisent la chaîne du début à la fin. Ils font le hardware et le software. Ouais. Donc oui, je suis parfaitement d'accord. Quand on est honnête, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus facile. Je sais qu'ils ont essayé chez Windows, il y avait le Windows Phone, et puis tout le monde a essayé un petit peu. Non, mais chez Google, ils ont un appareil, les Pixels, je crois, c'est. Ouais, les Pixels. Je vois qu'ils en sortent 2 par an à peu près. Ils en sortent très souvent. Je me prends la pub vraiment, vraiment souvent. Mais j'ai entendu un truc très, très intéressant il n'y a pas longtemps, c'est que le business model de Google, c'est pas les produits. Le business model de Google, c'est la publicité. C'est ce qui leur rapporte le plus d'argent, c'est les données. Ils mettront jamais autant d'efforts dans leurs produits que ce que fait Apple, et c'est normal, c'est juste du business. Ils sont meilleurs dans autre chose. Ils sont meilleurs dans le traitement des données, dans la publicité, dans tout ça. Donc, il n'y aura jamais autant d'efforts. Ils ne pourront jamais prendre les parts de marché. Et c'est un plaisir pour moi. Ça pourra me permettre de continuer de leur tirer dessus. Alors, je te propose peut-être de passer à l'un de nos sujets principaux. Il n'y a pas de sujet principal. C'est un mensonge, ce que je viens de vous dire. C'est juste, on parle. En l'occurrence, on aurait pu faire un podcast entier juste à répondre à vos questions. Ce qu'on pourra peut-être faire à l'occasion. Notamment quand on passera à 2 podcasts par semaine. Tout à fait. Mais pas tout de suite. Mais là, on avait quand même 1 ou 2 sujets principaux. On voulait notamment parler... Oui. Alors, on en prend un des 2 parce que je sais qu'on n'aura pas le temps de faire les 2. Ça n'arrivera pas. Donc, je te propose, Louis, de faire un gros sans transition vers le premier sujet. Moi, je propose d'aller sur tout ce qui est l'après, les grands projets post. Ouais, ça me va. Donc, la question. Je résume la question pour notre audience adorée. Quels sont tes plans, tes grands plans pour la suite, pour l'après tout ce que tu fais? Et pourquoi je dis l'après tout ce que tu fais? Ce que tu fais maintenant, c'est business en ligne, création de contenu, formation, tout ça. Tu veux faire du software, du logiciel, pardon. On commence déjà à avoir des gens qui relèvent le fait qu'on utilise des anglicismes. Des derniers commentaires. Ah oui, j'ai vu. Donc, des logiciels,
software. Donc, évidemment, tu peux peut-être faire un petit détour par ça. Je ne sais pas trop si tu veux t'attarder là-dessus, mais moi, ma question, c'était plus largement, même après ça, admettons que ça se passe bien, tu fais un peu du logiciel par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Dans plusieurs années, dans pas mal d'années, c'est quoi pour toi l'après-business en ligne, sachant que le logiciel, c'est un peu du business en ligne aussi, en quelque sorte. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, après tout ça, quand tu auras beaucoup d'argent sur ton compte en banque? Et ça, c'est un paramètre qui est important. Quand tu auras beaucoup d'argent sur ton compte en banque, quelle que soit la somme, j'allais dire une somme, mais la somme que tu veux, peu importe. C'est quoi tes grands plans? Est-ce que c'est des grandes entreprises, des grandes ambitions, ou est-ce que c'est le mouvement FIRE, partir à la retraite très tôt? Qu'est-ce que c'est tes ambitions? Déjà, tu as dit dans 5 ans, dans 10 ans et plus. Pour moi, dans 5 ans, j'espère que je ferai à peu près la même chose que ce que je fais actuellement. Ok, ouais. Je sais pas ce qui m'animera à ce moment-là, mais là, ce que je fais, ça fait moins d'1 an que je le fais. Ça m'anime carrément. Dans 5 ans, j'espère juste que ce sera à des steps vraiment élevés. J'ai plusieurs objectifs en tête à horizon de 3-4 ans. Donc, j'espère qu'à ce moment-là, ces objectifs seront atteints, mais que je serai encore en plein dedans. Donc, horizon 5 ans, rien n'aura bougé. J'ai juste envie de commencer à faire du software, comme tu l'as dit. Tout simplement parce que moi, à la base de la moins de 5 ans, je pense beaucoup moins peut-être même. Ouais, c'est plus même dans 2 ans limite, ce serait peut-être déjà possible, quoi. Ouais, peut-être même dans 1 an, on commence à bosser dessus. En software, ce que j'ai envie de faire, c'est très simple. C'est que moi, j'ai autant travaillé actuellement, je pense, j'ai autant travaillé sur Shopify que sur WordPress, qui sont les 2 grands outils les plus connus pour créer des sites web. WordPress possédant l'écrasante majorité des sites internet du monde, et Shopify une bonne majorité des sites e-commerce du monde, si je ne me trompe pas. Ça dépend des sources, mais bon, peu importe. Globalement, dites-vous que Shopify fait ils sont très gros, quoi. Bien tout mieux. Ce qu'il faut comprendre. Ouais. Oui, ils sont très gros, ils font bien mieux du e-commerce que ne le fera jamais WooCommerce, et WordPress fait très bien ce que Shopify ne fera jamais, donc tout le monde s'entend très bien. Et en fait, je me rends compte que Shopify, étant plutôt rapproché idéologiquement de Apple, WordPress étant plutôt rapproché idéologiquement de Windows, eh bien on sent que, même si j'ai une affection toute particulière pour toutes les idéologies proches de celles d'Apple, on sent qu'il y a des limites, on sent qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été faites chez Shopify, et notamment au niveau de la construction des sites. On peut faire des sites super facilement, beaucoup plus facilement que sur WordPress quand on est un débutant, ça c'est certain, mais c'est beaucoup plus limité, il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire. Et donc il y a quelques marques, quelques boîtes qui ont commencé à créer des builders, des page builders, des constructeurs de pages pour ceux qui font chier en commentaire. Et globalement, dites-vous qu'un page builder, un constructeur de pages, c'est juste WordPress, donc la complexité et en même temps les possibilités de WordPress sur Shopify, donc faire des pages web complexes, jolies, différentes, personnalisées, personnalisables. Et en fait, ce qui existe actuellement, c'est pas dingue du tout, ce que je ne m'explique pas. Mais je m'expliquais pas non plus pourquoi est-ce qu'il y avait personne sur mon credo sur YouTube en France. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une dette technique? Est-ce que c'est pas des boîtes qui ont commencé il y a quelques années? C'était pas ouf. Et si quelqu'un démarre de zéro aujourd'hui, il fera un truc vraiment plus sympa? Si, ça c'est possible, tout à fait. En plus, Shopify a sorti Online Store 2.0 il y a à peu près 1 an, et les boîtes de ce type-là commencent tout juste à se mettre à jour là-dessus. Donc faire du software, c'est un truc que moi j'ai très envie de faire. J'ai en plus dans mon entourage professionnel 1 ou 2 personnes qui ont fait des applications Shopify, donc j'ai pu suivre leur évolution, j'ai pu voir comment ça se passait. J'en suis énormément sur les réseaux, je me renseigne déjà sur tout ça. J'ai vraiment comme objectif de proposer une suite d'applications Shopify d'excellente qualité, d'excellente facture, qui viendra remplacer tout un tas d'applications que les gens utilisent actuellement, mais qui sont nulles et juste, ils n'ont pas d'alternative, donc ils se disent, bah oui, du coup, je vais utiliser ça. Mais il y a vraiment moyen de faire beaucoup, beaucoup mieux que ce qui existe. Donc ça, on va dire que ça, c'est la première grande étape. Mais ensuite, pour l'après, parce que c'était ça, ta question finale, eh bien moi, mon après idéal, c'est juste rien. J'ai pas vraiment d'idée de ce que j'ai envie de faire après. J'ai 1 ou 2 rêves. J'ai je dirais une utopie. Moi, ce que j'adorerais faire, c'est une école, mais une vraie de vraie. Une école pas hyper marrante,
où juste vraiment on est là pour apprendre des trucs à fond, pour former les gens comme ce serait sûrement beaucoup plus intéressant qu'il le soit actuellement en France dans la plupart des écoles. Ça, c'est un truc qui m'intéresserait vachement, mais je pense que ça va rester une vague utopie. Moi, ce que je me dis depuis des années, c'est qu'une fois que j'aurai ce que j'ai pour but d'atteindre, bien tout simplement, je m'arrêterai. J'ai toujours aimé enseigner, donc je suis pas sûr d'arrêter la création de contenu en soi. Évidemment, sauf le podcast. La création de contenu, c'est un truc qui quand même m'intéresse beaucoup aussi. Je me vois bien créer un moment une agence pour accompagner les créateurs de contenu. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire aussi, mais encore une fois, à long terme. Mais voilà. L'après-business en ligne, pour moi, c'est des livres, des cigares, une belle vue et des chiens qui courent dans un très très grand jardin. Globalement, c'est à peu près ça, mais du coup, j'ai aucune idée de la temporalité de la chose. Le business en ligne m'attire énormément, mais alors quand je dis énormément, c'est que je vis pour tout ce qui est en ligne de manière générale, tous mes investissements, toutes mes activités, tout ça, plus c'est en ligne, plus j'aime. Donc j'ai un peu juste le sentiment que je vais rester là-dedans, y compris dans la transmission de savoir, de choses que j'apprends. Et j'ai l'impression que c'est un peu vers ça que je vais me diriger. La première fois que je te l'ai dit, en tout cas que je t'ai dit que moi après il n'y aurait rien, que je voudrais m'arrêter, tu m'as pas cru. T'es pas le seul d'ailleurs. La plupart, je te crois toujours pas. Tous les gens à qui je l'ai dit d'ailleurs, tous m'ont dit non, c'est pas possible, tu t'arrêteras pas. Moi j'ai quand même toujours l'impression, alors c'est pas un truc absolu, je suis très souvent absolu sur plein de choses, toi t'es très souvent entre deux, ventre mou sur plein de choses, du coup là sur ce coup je te rejoins parce que je suis pas absolu là-dessus, je sais que ça peut carrément évoluer en fonction de ce que je vais faire et tout. Là c'est tellement récent pour moi, tu vois, cette nouvelle activité, que j'ai juste la tête là-dedans, et en même temps je me dis voilà quoi, au mieux je fais une école. Et au pire, je finis dans ma chaise à lire des bouquins et à regarder le soleil se coucher tous les jours. J'en serais, je pense, très très heureux. Et tu arrives à te dire que, parce que là on dirait que tu projettes 6 mois de ton existence, c'est-à-dire aller à la plage, lire un bon bouquin, etc. Et en fait, tu t'en passes ça pendant 10 ans, pendant 20 ans. Qu'est-ce que fait réellement Louis, tu vois, c'est ça Alors je dis pas que tu es obligé d'avoir une réponse maintenant, hein. C'est normal de pas avoir de réponse, mais vraiment, il y a c'est très surprenant, effectivement, venant de toi, ce côté, j'ai pas envie de m'atteler à, non pas de plus grands projets, pas forcément plus grands, mais des projets quand même, enfin, juste de savoir que, en fait, au fond, tu vas continuer d'entreprendre après. Peut-être que ce sera à des échelles différentes, peut-être que ce sera sur des choses très, très différentes. Tu aurais pu me dire, ça pourrait te correspondre. Par exemple, tiens, j'ai envie de faire uniquement de l'investissement. J'ai beaucoup d'argent de côté. C'est un truc qui est vraiment chill parce que je ne rends compte qu'à moi-même. J'ai X euros de côté sur mes comptes en banque. Je vais passer ma vie à faire de l'investissement, que ce soit des trucs chiants, des trucs moins chiants, de la start-up, du capital risque, de la crypto si ça existe toujours. Enfin, tout quoi. Tu vois, juste de l'investissement en général. Et ça aurait pu être une réponse pour toi, par exemple. Quand tu as commencé à le dire, je me suis dit oui, puis en fait non, parce que même actuellement, enfin j'ai eu une période où à un moment je me suis dit que j'allais faire que ça, et en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Moi, ce que j'aime, c'est sentir le bon moment, poser et attendre. C'est ce que j'ai fait, ça se passe très bien, et c'est ce que du coup je continue de faire et ce que je compte continuer de faire. Le Bitcoin augmente. Pas que le Bitcoin, tout le reste. Non, mais là vraiment, juste entre aujourd'hui et hier, depuis hier, passé des choses. Ouais, aujourd'hui, hier. Enfin, je dis ça, vous n'aurez pas le même moment que nous, du coup, dans le podcast. Mais... Non, c'est pas la même. Mais je vous le dis, mais la semaine dernière, il s'est passé des choses. Il s'est passé clairement des choses, juste entre hier et aujourd'hui. Ouais, c'est monté à 47 à un moment hier. Ouais. Voilà, 47 000 $. Mais ouais, ok. Et donc, voilà, le seul truc, ça c'est pas à moi que ça tient spécialement à cœur, mais ça me tient à cœur par procuration, on va dire, c'est que Victoria, ça fait plusieurs années qu'elle me dit que dans ses vieux jours, son projet vraiment de cœur, ce serait une garderie pour chiens. Et effectivement, ça, je suis pas contre, du tout, au contraire. Donc ça, tu vois, si je pouvais avoir une réponse, je pourrais te dire ça, parce que ça reste un business. Ouais. Un business qui, pour le coup, n'est pas en ligne, même si je pourrais évidemment m'arranger pour ajouter énormément de online à cette activité. On peut toujours. Vous êtes au courant toujours de ce qui se passe avec votre chien via une application mobile.
Ça existe déjà hein, à Dubaï, dans toutes les garderies qu'on a vues Dubaï par-ci, Dubaï par-là. Non mais ça va, Dubaï quand même. Reviens les pieds sur terre. Oh, Dubaï ça n'existe pas. Je vais y être. Je vais avoir les pieds sur terre. Ce qui existe, c'est la France. C'est la France, monsieur. C'est la France du général de Gaulle. Tu vas avoir les pieds à Dubaï aussi, mon cher Alexis. Oui. Toi qui milites pour les petits villages français, pour la verdure, pour... Ah non, moi j'adore les grandes villes. Forêts. Mais les grandes villes, pas de France. J'aime bien. Non, mais j'aimerais bien. Si, non, mais Paris en tant que touriste, ça va. On en a déjà parlé en plus. On va pas oui, on a déjà parlé. Mais oui, non, bien sûr, je milite pour les petits villages français. D'ailleurs, je suis plongé en ce moment dans la période de la révolution industrielle et je suis en train de me rendre compte que ça n'a aucun rapport avec ce que je veux dire puisque j'avais parlé du château fort qui est dans la ville où je vis et évidemment tout le monde sait que les châteaux forts ont été construits à la révolution industrielle mais blague à part, sinon j'ai regardé hier, il y a la petite page Wikipédia dédiée au château fort de la ville dans laquelle je vis et comme ça j'ai pu voir que ça datait du 11e siècle, évidemment ça a été construit sur longtemps après, ils n'ont pas juste fait ce château au 11e siècle mais du coup j'avais beaucoup de plaisir à plonger dans tout ça, je suis replongé dans le Moyen-Âge un petit peu, dans les châteaux forts, dans le système féodal pour bien comprendre aussi comment ça fonctionne et tout. Et je vois, c'est très intéressant parce que du coup, je vois la France d'aujourd'hui, je vois tout l'héritage dès que je lis des trucs. Tu vois, mais alors ça, c'est pour ça. Ah, ce détail-là. Les communes, ça vient de ça, machin. Il y a plein de trucs comme ça, c'est incroyable. Donc ouais, c'est marrant, mais ça fonctionne radicalement bien sur moi. Plus tu es cultivé sur un pays, et plus c'est agréable d'y vivre. Mais vraiment, genre tout prend du sens en général. Et la France, je trouve que plus t'es cultivé, plus tu connais l'histoire de la France, et plus t'as d'anecdotes sur ton village, ta ville, autour de toi, puis la France en général, et plus c'est intéressant de voyager en France, de vivre en France, d'avoir peut-être des us et coutumes en France. Voilà, t'es content, tu vas à la boulangerie, à la charcuterie, si t'as les moyens en tout cas. C'est assez sympa, tu vois, c'est une petite activité que tu fais et tout. Tu vas au marché le vendredi matin et tout. Tous ces trucs-là. Mais du coup, c'est vachement bien, je trouve, de plonger dans l'histoire de France pour ça. Et là, j'étais vraiment du coup dans le Moyen-Âge en ce moment. Je suis super d'accord avec toi sur ce point. Moi, j'ai très tôt étudié l'histoire de France et beaucoup en profondeur en prépa, notamment les châteaux forts les châteaux forts de la révolution industrielle. Exactement, ceux-ci même. Mais moi, contrairement à toi, par contre, on a le même processus, mais on n'en tire pas la même conclusion. Moi, plus j'ai appris sur l'histoire de France, et plus j'ai eu mal à ma France, si je peux le dire comme ça. T'as peur qu'on te coupe la tête ? Ça m'a plutôt fait... ça aurait pu. On a essayé. Mais non, c'est juste que je suis assez d'accord avec toi, mais il y a plein de trucs qui juste... moi, m'ont plutôt créé une espèce de frustration et m'ont fait me dire c'est dommage en fait que ça ait changé, que ça ait changé, etc. Et du coup, plus je m'y intéressais, plus j'ai un sentiment de nostalgie d'une époque que j'ai pas vécue. Tu vois. Et du coup, alors je suis pas du tout en train de parler d'une époque sombre où des tas de gens étaient opprimés, esclavagisés, malades, etc. Mais juste d'un amour pour une histoire. Et j'ai l'impression que cet amour pour cette histoire, une nostalgie s'estompe. Pour quelle époque, par exemple ? Parce que là, je parlais du Moyen-Âge, et il y a forcément des qualités, mais il y a aussi plein de défauts. Et en fait, c'est difficile d'envier une époque sur une autre. Quand tu vois tout ce qu'on a aujourd'hui qui n'avait pas... ou même, finalement, je préfère très largement le système capitaliste à un système féodal, entre toi et moi. Donc, du coup, voilà. Finalement, de quelle époque est-ce que tu envies ? Plus récente, j'imagine ? Ouais, plus récente, je dirais... alors, évidemment, je dirais il y a une 50aine d'années, à peu près. Ok. Ouais, c'est beaucoup plus récent. Pour la partie la plus récente. Et sinon, il y a une 100aine d'années. Années 20... Années 30, c'est moins marrant, à partir des années 30 en tout cas, années 40, n'en parlons pas. Mais en tout cas, début du XXe siècle, même fin du XIXe, c'est quand même aussi très intéressant tout ce qui se passe, parce qu'on est justement un peu à l'aboutissement de cette révolution industrielle, il se passe plein de trucs, il y a aussi des ouvertures, de plus en plus de liberté d'expression, des ouvertures au niveau littéraire, au niveau des philosophes, de la philosophie générale. Et les premiers milliardaires sur Terre. Les premiers milliardaires sur Terre, non, attends, t'as dit que tu parlais de quelle décennie exactement là ? T'as dit ? De quoi ? Là, tu parlais de quelle décennie précisément ? 1920, c'est ça ou 19...
Non, là, je parle d'un peu avant, 1890, 1880. Ah, ok. Parce que je crois que du coup, le premier milliardaire, c'est Rockefeller, si je dis pas de bêtises. Mais je sais pas quand est-ce qu'il est devenu milliardaire exactement. Par contre, il était vivant à ce moment-là. J'ai pas exactement les années, ouais. Oui. Ouais, c'était à ce moment-là. Donc, évidemment, les années que tu préfères, c'est évidemment les plus belles années capitalistes. D'ailleurs, je crois que ça faisait partie des plus belles premières années capitalistes, vraiment, avec les vrais grosses débuts de concentration de richesse dans des familles bourgeoises et tout. Je pense qu'on est quand même plus sur deuxième moitié du 19e et début 20e aussi. Et c'est là où je pense les concentrations en capitaux commencent à s'amasser de plus en plus et on voit naître beaucoup d'investissements, de nouvelles technologies et de plein de choses parce qu'il y a cette concentration, je pense, beaucoup plus. Donc, je ne suis pas surpris du tout que tu préfères cette période, Louis. Et au même moment, on a quand même vu un truc que beaucoup de gens ont beaucoup de mal à accepter, mais c'est aussi juste une harmonisation du niveau de vie. Alors quand je dis une harmonisation, en général, là, il y a plein de gens qui ont tous leurs poils qui se hérissent, mais en fait, quand on y réfléchit, c'est complètement vrai. On n'a jamais été aussi harmonisé, en tout cas dans la moyenne. Il n'y a jamais eu autant d'écart entre ceux qui sont tout en haut et ceux qui sont tout en bas, va-t-on dire. Mais en fait, ça, c'est pas vrai. Parce que quand la royauté était en place, le plus haut, c'était le roi. Et le plus bas, c'était des gueux, voire des esclaves. Il y a évidemment beaucoup plus de différence entre un gueux et un roi, ou entre un esclave et un roi, qu'entre aujourd'hui l'homme le plus riche du monde et quelqu'un qui a eu la malchance de naître dans un pays africain. En plus, regarder où il n'y a pas de nourriture. Sur un modèle statistique, regarder les crêtes, c'est pas le plus malin, je pense. Comme tu disais, il faut regarder la moyenne de toute façon. C'est ça. Donc exactement. En fait, Elon Musk ou Jeff Bezos, on s'en fout en fait. Enfin, c'est pas ce qu'on veut regarder, c'est effectivement est-ce qu'on a plutôt éradiqué l'extrême pauvreté, par exemple, des sujets comme ça. Ouais. Et il reste énormément d'extrême pauvreté dans le monde entier, ça c'est vrai, mais beaucoup moins en fait. Beaucoup moins qu'à l'époque de ces castes, qu'à l'époque de ces systèmes de fonctionnement, de la noblesse, du tiers-état, etc., de ces trois parties-là. Donc en fait, pour moi, on a quand même extrêmement bien évolué depuis tout ça. Et on est bien mieux aujourd'hui, quoi, sur ces points-là, ça c'est clair. J'allais te répondre, mais peut-être je rebifurque pour répondre moi à la question de mon côté, sur les grandes ambitions et tout. Mais c'était intéressant ce sujet. Moi, je pense qu'on aura l'occasion de plonger dans l'histoire, que ce soit de France ou d'ailleurs. Même de Dubaï, c'est intéressant. J'ai vu des petites anecdotes assez marrantes. L'industrie perlière. Tu as des petites infos comme ça où tu te dis qu'est-ce qui se passait dans Dubaï avant Dubaï, quoi. Et il y a des anecdotes intéressantes sur Dubaï avant Dubaï, c'est-à-dire Dubaï avant le pétrole, quoi. Mais ouais, revenons juste à nos moutons. Par rapport à, j'ai l'impression de revenir, tu sais, après une gueule de bois où genre ça n'avait plus rien à voir. Mon cerveau il est parti complètement ailleurs. On revient de loin. Ouais, on revient de loin. J'espère que ça vous intéresse toujours. Moi personnellement, du coup, l'après, je crois que tu as dit que tu savais déjà ou que tu avais une petite idée. Je t'avais déjà donné des pistes par rapport à ça. Non, je crois pas. Tu m'avais dit, je pense que je sais. Non, tu sais pas. Non, j'ai rien en tête pour toi. Alors moi, l'après. Alors l'après, c'est quoi déjà ? Effectivement, je peux le définir comme Louis. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup de formations, encore beaucoup, de la création de contenu. Je commence à avoir 50 chaînes. Je vous épargne les détails. Donc tout ça, c'est le cœur de ce que je gagne, de mes revenus. Et ces revenus sont très largement réinvestis dans une boîte, un hébergeur du coup web, dont j'ai parlé à l'épisode précédent. Et ça, l'après pour moi, c'est dans longtemps. Hein, parce qu'en ayant lancé Copylost, sauf si évidemment ça fait un four total, ce qui est jamais exclu. Moi, mon rôle en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir l'air hyper sûr de moi. Là, je le dis parce que je me dis c'est un podcast pour entrepreneurs, alors on en parle, tu vois. Ouais, bien mais sûr, dès que j'ai des rendez-vous avec qui que ce soit, que j'en parle avec qui que ce soit autour de moi, j'ai toujours l'air hyper sûr de moi. Je sais que ça va marcher, évidemment que ça va marcher. La vérité, c'est que j'en sais rien. Donc, si jamais ça fait un four, effectivement, ça peut se terminer beaucoup plus vite. Je pense pas que ça fera un four. Et je pourrais vous expliquer pourquoi. Ça peut pas faire un four, c'est pas possible. Mais dans tous les cas, si ça continue, par contre, ça continue très longtemps. Et là, l'après, pour moi, c'est pas avant des années et des années et des années. Ouais. En fait, techniquement, Copylost, pour moi, ça existe toujours dans 5 ans. Ça existe toujours dans 10 ans. Si ça existe dans 10 ans, la boîte est encore plus grosse dans 15. C'est vraiment une boîte... qui est vraiment dans je le décrivais dans l'épisode précédent aussi, il me semble, c'est l'incarnation même de boîte de l'effet composé, tu vois, dans une boîte, en termes de revenus et tout. C'est vraiment un hébergeur. Alors, c'est long, c'est pas forcément
incroyablement profitable au début peut-être, ou les premières années, ou selon comment tu travailles. C'est pas si évident, parce que là, quand je dis ça comme ça, on dirait que je vais me faire plein d'argent, plein de moula. Non, c'est plus compliqué que ça. Je vous avoue que je sais pas encore exactement où est mon seuil de rentabilité, comment ça va se passer. C'est le début, quoi. C'est une start-up. Welcome. Mais par contre, ça peut durer très très longtemps. Et donc moi, l'après, ça peut être, ça se trouve, dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 15 ans, ça peut être dans 20 ans. Alors je l'imagine pas dans 20 ans. Mais quand je dis l'après, ça veut dire sur quoi est-ce que je passe le plus gros de mon temps et de mon attention. Ça veut pas forcément dire que j'ai vendu ou pas vendu Copylost. Je n'en sais rien. Je peux très bien garder la boîte aussi longtemps que nécessaire. Après tout, les grandes fortunes, elles se font pas en revendant les boîtes, elles se font en gardant les boîtes. Les plus grosses fortunes que vous voyez, elles sont très majoritairement théoriques. C'est des parts d'entreprise. Si jamais j'avais envie d'être théoriquement très milliardaire, il faudrait que je garde mon entreprise jusqu'à la fin de mes jours. Très théoriquement, justement. Et est-ce que c'est un de tes objectifs ? Pas du tout. Voilà. Okay. Mais donc du coup, je sais pas quand je vais revendre la boîte, si je la revends. Je sais pas si je la revends. Si je la revends pas, c'est parce que clairement, j'ai pas de problème d'argent en tout cas. Et peut-être que j'ai juste envie de rester dans la boîte indéfiniment. Je sais pas comment ça va évoluer. Je sais pas du tout. Et si je la revends, je peux très bien la revendre dans 3 ans. Je veux dire, tout est possible. Hein. Comme je peux la revendre dans 5 ans, je la revendrai pas dans 1 an. Enfin, après, tout est une question de... Ça dépend de votre proposition, après. Hein. C'est vraiment... Je suis totalement ouvert. Mais a priori, je ne la revends pas dans 1 an. Ça peut être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas. Et à partir de là, l'après, pour moi, j'ai un truc qui me tient à cœur. Mais je ne sais pas si je le ferai. Parce que le marché va changer. Et le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ce n'est pas le même dans 10 ans. Donc, quoi que je vous dise... c'est pas à prendre avec des pincettes, c'est carrément à prendre avec... faut même pas le prendre en fait. C'est que ça se trouve, ça va tellement changer dans 10 ans, le monde dans lequel on vit, que tout ce que je vous dis sera complètement obsolète. Et mes projets pourront pas aboutir et ça pourra pas marcher. Mais moi, mon rêve aujourd'hui, c'est que j'ai une passion et un hobby, c'est le café. Et j'ai un attachement tout personnel au café depuis des années. J'ai commencé à apprécier vraiment ça. Et quand je dis le café, c'est très bon café. Je parle de café de spécialité, du bon café, pas du café que vous buvez probablement à 80%. Du bon café, si vous voulez savoir ce que c'est que du bon café, allez dans des coffee shops, cherchez vraiment coffee shop, cherchez le mot-clé café de spécialité sur Google Maps et regardez autour de chez vous. Dans toutes les grandes villes, il y en a. Et à Paris, il n'y a que ça. Et testez-en 2 ou 3 différents et vous verrez ce que c'est que du très très bon café. Ça n'a pas du tout le même goût que le café normal que vous buvez probablement pour la majorité d'entre vous. Et c'est pas de votre faute, hein, le marché est comme ça. 80%, 90% du café qu'on boit, c'est de la merde. Mais ensuite, il y a les 10% restants et c'est un café incroyable qui n'a pas du tout le même goût. Et on se retrouve avec un univers qui est très similaire au vin, au thé, etc. où on décrit les arômes et tout. Et c'est un univers magique. Je suis le persona que tu viens de décrire d'ailleurs. Hein. Je buvais du café de merde avec plaisir. Et je t'ai fait découvrir. On avait fait un coffee shop ensemble à Paris. On a fait plusieurs coffee shops ensemble, me semble-t-il. Ah oui, on a fait à Athènes aussi, il me semble. On a fait des très bons cafés ensemble et on a fait des très bons cafés chez toi. Et effectivement, depuis, déjà j'ai arrêté le café au quotidien parce que le café... le bon café pour une bonne machine, etc., que je n'ai pas actuellement. Mais du coup, je prends beaucoup plus de plaisir à prendre du plaisir justement avec un café. Ah bah écoute, j'en suis très fier. Donc puisque tu as fait un pas vers moi, je ferai peut-être un pas vers toi avec Apple. Magnifique. Et cette passion qui est née dans des coffee shops en voyage en Asie, je me rappelle même du premier coffee shop où j'ai découvert les cafés. En fait, ça a démarré avec Starbucks. En fait, je me pose la question, je me dis, mais c'est fou toutes ces boissons qu'il y a à Starbucks, cappuccino, frappuccino, flat white, latte, machin. Je connaissais pas les différences et je me suis dit, mais c'est toutes les mêmes, c'est les mêmes boissons. Pourquoi il y a tout ça sur une carte? C'est quoi les différences? J'étais juste très curieux de connaître les différences. Sachant qu'à l'époque, moi, Starbucks, c'était un truc plutôt cool. Aujourd'hui, je sais que Starbucks, c'est pas bien parce que l'environnement et tout. D'ailleurs, c'est en partie vrai, hein, je dis pas le contraire. Mais à l'époque, Starbucks, ça n'existait pas du tout en France. J'étais beaucoup plus jeune, j'étais en voyage à l'étranger. Les premières fois que j'entendais parler de Starbucks, c'était associé au voyage à l'autre bout du monde et à des endroits très hype, tu vois. C'est des endroits qui étaient classe, élégants, où on buvait des boissons. Alors, en plus, ces coffee shops Starbucks sont assez beaux, assez souvent. Ouais, moi je suis fan de Starbucks. Moi je suis pas fan du tout de Starbucks, sauf l'immobilier. Enfin, ils ont toujours des emplacements de malades et les cafés sont toujours très très beaux. Ça, je le reconnais volontiers. Il y aurait plein de choses à dire. On pourrait faire un podcast entier sur le café. Ouais, il faut pas me lancer. Sur Starbucks. Et sur Starbucks. Mais ça a commencé avec Starbucks et du coup j'ai été chercher le coffee shop le plus proche de là où on était à l'époque où je me posais la question. Je me posais la question à Siem Reap au Cambodge,
qui est la ville qui héberge le temple d'Angkor Wat, pour ceux qui connaissent le monument du Cambodge, qui est un endroit absolument magnifique. C'était là-bas, dans une petite ruelle avec des parapluies tout en haut là, qui sert pour la déco, des petits parapluies en suspension. Et on s'enfonce, on va dans un petit coffee shop et je teste plusieurs boissons, notamment le mochaccino, enfin plein de choses comme ça. Et du coup, ça a commencé comme ça et ensuite, j'ai pas arrêté de faire des coffee shops et de découvrir le bon café comme ça. Et je suis devenu absolument passionné et fan des coffee shops. J'en ai fait beaucoup, notamment principalement en Asie du Sud-Est. Et c'est devenu même pour moi souvent un refuge. C'est-à-dire c'est un endroit où des fois même quand on n'allait pas bien ou quand on savait pas trop quoi faire ou juste un endroit on voulait se sentir bien, un peu cocooné à l'occidental bien, tu vois, juste un coffee shop. Ouais, on allait dans les coffee shops quoi. Et du coup j'ai gardé ce truc-là, un attache très très fort et émotionnel au coffee shop. Et moi, en fait, ça fait des années que je me pose la question de est-ce que je ferais pas ça et que j'ai envie de le faire et que j'ai plein d'idées autour de ça, c'est de faire un coffee shop. Et évidemment, du coup, moi, c'est pas un coffee shop, c'est plein de coffee shops, quoi. C'est-à-dire que mon rêve, si jamais il devait vraiment s'épanouir dans l'ambition du scale, d'amener la boîte le plus loin possible et tout, ce serait probablement soit une chaîne, soit une franchise. Ça, c'est une question qui reste à trancher. Mais dans tous les cas, plein de coffee shops à travers le monde et d'oser aller concurrencer des grandes chaînes comme Starbucks, par exemple. J'ai des exemples de chaînes qui me tiennent à cœur, qui sont des bons exemples pour moi de choses que j'aimerais faire, même si je veux le faire différemment. Je pense à une chaîne comme Blue Bottle, par exemple, qui a beaucoup au Japon. Quand tu iras au Japon, tu iras à Blue Bottle, tu penseras à moi. Mais c'est une très bonne chaîne. Mais dans tous les cas, moi, j'aimerais faire une chaîne, une grosse chaîne, aller conquérir le monde avec une chaîne de coffee shop. Ça, c'est un peu le gros projet où il me faudrait des centaines de milliers d'euros pour démarrer, ne serait-ce que pour créer le prototype. Donc, c'est-à-dire le premier coffee shop à un endroit, par exemple à Paris, en France, pour ensuite faire un truc qui est réplicable le plus possible dans le monde entier avec des tonnes d'idées que j'ai autour de ça. Mais voilà, ce serait un peu moi l'après si je devais, parce que moi je sais que je vais vouloir continuer d'entreprendre, de faire des choses, je pense que ça va jamais s'arrêter, je vois pas trop pourquoi ça s'arrêterait. Et donc pour moi l'après business en ligne, c'est plus du tout business en ligne, c'est du business bien physique, bien palpable. Et mon rêve aujourd'hui en tout cas, c'est de faire des coffee shops, de faire ce refuge pour moi. Enfin voilà, j'ai envie de me sentir bien dans mon coffee shop, j'ai envie de designer le coffee shop ultime avec plein de choses sur le menu et tout, enfin ça va être incroyable. Voilà pour mon grand projet. Ok, je vois. Ouais, ça c'est un projet excitant à fond. Et en plus tu l'as très bien dit, c'est ce qu'on peut appeler un grand projet. Ouais. Un gros projet au sens philosophique du terme, quoi. C'est ton grand projet de vie. Donc oui, effectivement, c'est intéressant parce qu'une de mes questions qui allait suivre, c'était est-ce que tu vois Copylost comme le projet final de ta vie ? Et ce que j'appelle le projet final de ta vie, c'est au moment où tu as 80 ans, tu vois, tu es dans ta chaise à bascule, tu te retournes sur ta vie à un moment et tu te dis ah oui, mon grand projet c'était Copylost. Non, vraiment pas. Et toi, vraiment pas. Okay. Non, Copylost pour moi, c'est ces 10 prochaines années et ensuite on verra comment ça évolue, je sais pas du tout. Moi, évidemment, dans mes rêves les plus fous, quand je dors la nuit, c'est ma chaîne de coffee shop, je la commence dans 3-4 ans, tu vois, pas plus tard. Je ne sais pas. Mais c'est pas juste une question de moyens parce que dans 3-4 ans, dans tous les cas, j'aurais forcément, je pense, un moyen d'en ouvrir un, par exemple, et de démarrer mon truc et tout. Mais est-ce que vraiment je veux faire ça au moment où on est en pleine expansion peut-être de Copylost ? Pas sûr. Donc ça va être une affaire de priorité. Ouais. Où est Copylost ? Est-ce que je suis toujours dans l'opérationnel ? Est-ce que j'ai embauché un CEO à ma place ? Comment les choses se passent ? J'en ai aucune idée. Mais non, clairement, Copylost, pour moi, c'est juste la phase de maintenant, qui est la phase, on va dire, d'enrichissement au sens noble du terme, quoi. Enfin, c'est ma tentative à moi de construire quelque chose de gros qui me permet de m'en sortir avec suffisamment d'argent pour faire d'autres choses dans la vie. Mais d'autres choses, c'est certes donner de l'argent à mes proches, à ma famille volontiers, encore que c'est taxé. Mais petit clin d'œil, vous n'avez pas le contexte du coup, mais parce que je me suis renseigné récemment sur qu'est-ce qui se passe quand on veut donner de l'argent à des proches. Et il faut savoir qu'en France, donner de l'argent au-delà d'une certaine franchise, en fonction de liens de parenté que tu as, sœurs, parents, etc., c'est complètement taxé et c'est pas 5%. Pour vous le dire très clairement, c'est des tranches de 30, 40 et tout, donc c'est abominable. Mais bon, au-delà de donner de l'argent à sa famille, son entourage et tout, il y a moi faire d'autres projets en fait plus excitants qui sont des trucs plus personnels, qui peuvent complètement flopper sans que ça ait d'incidence du tout dans ma vie personnelle. C'est ça le but aussi. Hein. Moi j'ai envie de l'avoir d'argent pour mettre cet argent au service de d'autres grands projets. Voilà. Après c'est purement, ça carbure 100% à l'enthousiasme personnel, les choses que moi j'ai envie de faire. Je vais pas vous mentir et dire que c'est pour créer de l'emploi en France. Il se trouve qu'au passage, si ça crée de l'emploi en France, tant mieux.
Je suis hyper content de pouvoir faire ça. Je trouve que c'est effectivement aussi très très noble de pouvoir faire ça. Mais à la base, je veux beaucoup d'argent. C'est pas pour avoir beaucoup d'argent personnellement parce qu'il me servirait à rien. Enfin, je suis honnête par rapport à ça. Si j'en ai vraiment, vraiment beaucoup, il me servirait vraiment à rien. J'ai envie de mettre cet argent au service de trucs dans ma vie. Donc, j'ai pas cette notion de vouloir laisser un grand héritage à ma famille, que de créer une grande dynastie familiale, etc. C'est pas quelque chose qui me parle énormément. Je pense que mes enfants, ils vont se débrouiller pas mal par eux-mêmes pour gagner leur argent. Et je vais forcément les aider un petit peu. Sujet intéressant. Et je vais forcément les aider un petit peu, mais bon, effectivement, on pourra en reparler si tu veux. Mais dans tous les cas, moi, ce qui m'excite, c'est juste qu'est-ce que je fais avec mon argent après de projet. Et si j'ai beaucoup d'argent, l'avantage, c'est juste que je peux prendre beaucoup de risques sans trop de conséquences, quoi. C'est plus ça. Et lancer des gros trucs fous. Je te donne un exemple de truc complètement fou, justement. Par exemple, c'est les panneaux de condensation d'eau qu'on peut faire pour essayer de récupérer de l'eau atmosphérique. Parce qu'on cherche de nouvelles sources d'eau, donc il y a les nappes phréatiques, il y a l'eau qu'on récupère au fil de l'eau, il y a le dessalement de l'eau de mer, et puis on cherche plein de technologies pour avoir parce qu'il y a un gros stress aujourd'hui sur l'eau dans le monde, l'eau douce, l'eau potable, et une technologie ultra nichée, c'est l'eau atmosphérique, et c'est les grands panneaux qu'on utilise pour capter la rosée du matin, tu vois, et essayer de condenser ça et de récupérer de l'eau. Et moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, ça c'est vraiment le genre de projet que si j'avais plein d'argent et que je savais pas quoi faire avec, j'irais direct trouver des gars pour développer ce projet-là, quitte à faire un énorme four et dépenser des millions d'euros dans le vent, juste pour essayer et pour voir et pour peut-être léguer un truc à l'humanité qui peut être très cool, qui est peut-être un peu marginal, mais si ça peut aider à 5% de l'eau dans le monde, c'est déjà incroyable. Et je trouve la technologie très excitante, et je pense que je suis plus excité par des trucs comme ça, tu vois. Alors si tu me décris un projet canon, j'ai envie d'y aller, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, je vois. Ok, ouais, je vois très bien. C'est vrai qu'on est, je pense, en tout cas pour l'instant, assez différents là-dessus. Ouais. Moi, je vois avant tout l'amélioration de mon quotidien jusqu'à son maximum. Mais du coup, son maximum, comment dire, si on prend une échelle large... il est où ton maximum, tu penses ? Dis concrètement, financièrement, tu penses qu'il est où ton maximum d'amélioration du quotidien ? Financièrement, ouais. Je pense qu'il est autour de, je dirais, 3-4 millions par an. Ok. Mais tu te verrais comment dépenser cet argent ? Tu te verrais... Ouais. En gardant suffisamment pour pouvoir être très très tranquille pendant longtemps, mais oui. Ah, ça veut dire qu'il te faut quand même beaucoup d'argent. Là, quand tu me dis 3-4 millions de niveau de vie par an, ça veut dire que... Alors, non, attends. Tu m'as posé une question précise. Tu m'as dit quel serait le maximum. Oui. Moi, je pourrais pousser le sang, la sueur et le travail jusqu'à ce point-là. Au-delà, je sais que ce sera plus possible. Maintenant, c'est pas forcément ça que je vise. Moi, 5 millions de patrimoine, et quand je dis patrimoine, alors attends, je veux absolument pas d'immobilier. Je peux reformuler ma question. Tu as besoin de quel montant tous les mois pour avoir 95% d'optimisation, de confort, de niveau de vie que tu vas avoir, et on oublie les 5% restants, étant la fin de la courbe, tu sais, qui part en hyperbole comme ça, où tu te dis, bah oui, je peux toujours dépenser plus et tout, donc juste 95%. Combien par mois ? Je pense que c'est un peu en dessous de 50 000. Putain, c'est marrant. Un peu en dessous de 50 000. J'imagine beaucoup moins, je sais pas pourquoi. Un peu en dessous de 50 000, ça correspond à 10% par an de 5 millions. 5 millions étant globalement ce que moi je veux atteindre d'ici mes 30 ans. Et du coup, à ce moment-là, ça fait 10% par an, placé de manière assez... Enfin, c'est pas compliqué d'obtenir 10% par an si tu fais ça à plein temps. Et du coup, on revient sur le truc de tout à l'heure. Oui, à plein temps l'investissement, mais bref. Ou juste si tu le fais bien avec quelqu'un qui le fait très bien. 10% par an, c'est pas hyper complexe. Et surtout, 10% avec une moyenne entre 7 et 13, quoi. C'est pas hyper complexe. Et du coup, tu devrais être pessimiste sur ce genre de calcul. Le plus simple, c'est de te faire tes calculs en disant je vais être capable de faire que 4-5% par an ou 3-4%. Parce que là, tu es vraiment sûr au moins dans tes calculs. Quoi qu'il arrive, tu achètes juste des bons du trésor et c'est terminé. Tu vas sur un livret A et c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire ? Au moins, tu es vraiment sûr. Non mais... Alors, parce que faire 10%, ça veut dire oui, en tout cas, que tu sais ce que tu fais, à minima. Parce que même si... Ça veut dire qu'il se passe des choses. Ouais. Mais
surtout, encore une fois, j'ai répondu à ta question. On peut pas mettre 10 millions sur un Quel livret A. est le... Oui, je crois que c'est 20 000 un livret A, hein, c'est pas, c'est 20 pas 000. beaucoup plus. Hein. Il est plein, justement. Oui, le livret A, quel bonheur. Et je précise que je n'ai pas fait ça par placement, hein, c'est juste du cash. Hein. C'est juste que, comme je garde mon cash en cash, tant qu'à le garder cash, autant le mettre quand même sur le livret A plutôt que mon compte chèque. Donc, oui. C'est du cash, mais c'est pas un ouais. placement, parce que si les gens me demandent comment je place mon argent, j'ai 20 000 euros sur un livret A. Non, mais c'est pas qu'il est sur le livret A. Pour moi, le livret A, c'est un compte courant, c'est un compte chèque. Hein, mais c'est juste qu'au passage, actuellement, je pense qu'on est à 3% ou un truc comme ça, je sais plus. Donc, autant aller les prendre, quoi. Enfin, juste, c'est cadeau, quoi. Voilà, petite parenthèse d'investissement. Mais donc, voilà, ça, c'est vraiment mon objectif final. Le moment où je me dirais, bon, là, c'est bon, quoi. Et ce qui du coup, est pas tant que ça, en fait, quand on y pense, c'est pas... Enfin, ça dépend des business, évidemment que allez, en soi, allez, la vague d'argent. de pouces rouges en short. Non, parce qu'il faut savoir qu'on a beaucoup de shorts qui sont publiés sur les réseaux. Ce n'est pas nous qui faisons les shorts. C'est une intelligence artificielle qui n'est pas super intelligente et qui est très artificielle. Et ça découpe des tonnes de morceaux complètement au hasard dans nos podcasts, ce qui fait que... Je vais faire un petit... De manière... Vas-y. Pardon, non, pardon, je voulais pas te couper en plein milieu. Mais oui, ça découpe de manière très, très artificielle. Mais je vais en faire un petit pour l'intro et pour donner du grain à moudre au pouce rouge. 50 000 balles, c'est rien du tout. Okay, ça ne va pas changer le niveau de vie de qui que ce soit. À partir du moment où il a déjà fait entre 40 et 60, s'il se met à faire 50 de moyenne, évidemment, cette partie-là ne sera pas dans l'intro. Alors, le but, c'est pas non plus de générer à ce point-là de la haine au début de nos podcasts et d'avoir une vague de pouces vers le bas. Non, mais on peut avoir on peut avoir au bout d'un moment plein de gens qui regardent le podcast pour voir à quel moment je fais la blague, parce qu'il y a forcément des gens qui vont commencer à comprendre que c'est des blagues, qui vont regarder jusqu'au bout. Ce que je disais, c'est que là, par rapport aux shorts, il y a pas mal de pouces vers le bas sur un certain nombre de petites vidéos courtes. En l'occurrence, souvent, c'est des vidéos qui sont quand même découpées un peu au ciseau à bourron, tu vois, ciseaux qui coupent bien. Ouais. Et donc, du coup, c'est sans contexte, posé comme ça, qui apporte vraiment rien du tout. On en parle d'ailleurs souvent avec Louis. Moi, des fois, j'ai envie d'arrêter de poster ces trucs. Mais en même temps, ils sont là. Le but, c'est de faire grossir notre audience le plus possible sans effort. Donc, on poste ces shorts. Et du coup, il y a un tas de shorts qui sont passablement inutiles, à mes yeux en tout cas, et qui récoltent leur lot de pouces rouges et de gens pas contents. Et de gens là, on a eu un commentaire de quelqu'un qui nous dit à quel point on est médiocre. Les derniers commentaires, c'est pour nous dire qu'on est vraiment très très médiocre et qu'il faut qu'on retourne à nos trucs bullshit. Donc vraiment que de l'amour vraiment en short. Donc voilà. Donc effectivement là, le petit passage que tu nous as fait là sur les 50 000 euros, ça c'est vraiment du caviar là pour les shorts. Merci. Ça, c'est du caviar. Opus va aller les chercher. Le nom de l'outil qu'on utilise c'est Opus. Et mine de rien, ça marche très bien. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Ça marche très bien. Hein. Si vous voulez faire bad buzz sur bad buzz, n'hésitez pas à utiliser Opus. Ça, non mais en vrai c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais oui, c'est un très bon outil et je finis là-dessus quand même pour mettre un peu pour nuancer, pour créer un entre-deux. 50 000, c'est un objectif de vie, c'est un objectif à terme. Les 5 millions, c'est un objectif à 30 ans. J'en ai 23, j'en ai 24 dans 6 mois. Donc il me reste quand même 6 ans, ce qui est très très long. À l'échelle du business en ligne, en tout cas à 6 ans, c'est vraiment immensément long. Ça fait même pas 6 ans qu'Alexis a lancé son business de formation. Donc, comme quoi, c'est vraiment très long. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le 50 000, c'est vraiment à l'échelle d'une vie. Et c'est là où je me dirais, ok, là, je peux m'arrêter en toute tranquillité. Si j'ai 50 000 qui rentrent tous les mois, je pense que c'est le moment où effectivement, je passerai de beaucoup de stress, beaucoup de travail et beaucoup d'entrepreneuriat à plus grand chose. Tout en continuant à voyager, à explorer, à découvrir des choses, à rencontrer des gens, peut-être à aider des personnes dans leur boîte, à garder un petit rôle de consultant dans certains trucs avec plaisir, voire de créer la boîte d'accompagnement, hein, un peu comme le fait Antoine BM avec La Forge. Ça, c'est typiquement un truc que moi j'adorerais. J'adore accompagner les gens, les aider, etc. Surtout les gens intéressants. Ce que je fais en grande partie avec ma chaîne. Surtout les... Mais... Donc pour les gens pas intéressants qui écoutent ce podcast, ne demandez pas votre aide à Louis, parce qu'il s'intéresse uniquement aux gens qui sont intéressants. Voilà. Désolé. La base. mais voilà, donc sur cette fin cringe de podcast, on va peut-être pouvoir passer à l'idée de business. C'est à ton tour, non ? Rassure-moi.
Yes, Ok. c'est à mon tour et je m'en suis rappelé il y a à peu près, on va dire, entre 4 et 6 minutes. Allez. Moi, je m'en suis rappelé depuis plusieurs jours déjà, j'y pensais, je me suis dit, il me semble que c'est pas à moi. Et à chaque fois, j'étais pas sûr parce que du coup, je sais pas, on enchaîne les podcasts et je suis juste pas sûr de l'ordre, de qui a fait en dernier et tout, mais j'espérais vraiment que ce soit pas moi. Parce que j'en ai pas, voilà. Si, après, j'ai des trucs, enfin, ça vient tout seul. Il y a toujours moyen, mais oui, il y a toujours Allez, moyen d'aller vas-y, chercher. envoie. Moi j'en ai une et c'est une idée dont je t'ai déjà parlé qui je pense est une très bonne idée. C'est une idée que même d'un truc que j'aurais pu faire à un moment mais en fait j'ai pas le temps, je vais vers autre chose etc. Mais je pense que c'est une très bonne idée si quelqu'un veut s'en saisir, ce serait de créer une entreprise qui viendrait floquer des publicités. De créer une entreprise. Point, au revoir, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, c'était Louis et Alexis. Non, ce serait de créer une entreprise qui viendrait floquer des publicités sur les voitures, moyennant une rémunération mensuelle variable, en fonction du temps de trajet quotidien de la personne, en fonction de la taille du flocage de sa voiture. Et je pense que ce serait intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal d'entreprises, y compris des entreprises locales, qui pourraient être intéressées à d'échanger peut-être quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros par mois contre ce type de prestations. Et en fait, c'est tout simplement pour moi de l'espace perdu. Alors évidemment, quand j'ai dit ça à Alexis, il s'est tout de suite projeté dans un monde rempli de publicités où Louis vient mettre une marque dont personne n'a rien à faire au moindre endroit. Tu veux dire que tu veux capter de la valeur ajoutée, enfin en l'occurrence tu veux ajouter de la valeur, tu veux récupérer comment je le dis, je sais pas. C'est toi qui ajoutes la valeur. Je veux ajouter de la valeur. Tu captes pas la valeur parce que elle est pas là encore, tu l'ajoutes. Non, je la capte pas. Tu l'ajoutes, du coup tu veux ajouter de la valeur tout simplement. Je veux ajouter de la valeur au monde entier. Non, évidemment, il y a des tas d'endroits auxquels je pourrais pas toucher. Mais il y a pas mal d'endroits auxquels je pourrais toucher quand même si on va dans les deux sens. Donc, au business Free Water, tu as dû voir passer. Ouais, bien sûr. Ils donnaient des bouteilles d'eau gratuites en échange de faire de la publicité. C'est une idée qui est hyper maligne mais nichée, pas spécialement donner de l'eau au monde entier. Enfin, c'est pas le sujet. Pour moi, le sujet, c'est juste qu'il y a des endroits stratégiques dans les centres commerciaux et tout où tu peux faire ça. Il y a les entreprises qui paieraient pour avoir des pubs sur des bouteilles d'eau et ce serait assez cool, je trouve. Bien sûr. Et moi, je pense qu'il y a des entreprises qui paieraient pour être sur des voitures, de personnes qui font des trajets tout le temps ou pour être à d'autres endroits. Non. Alors, pas dans la manière dont je l'ai en tête. En tout cas, j'ai pas creusé si ça existait d'une autre manière. 50-50. On fait 50-50. C'est parti. Vous venez d'assister à la naissance d'une entreprise juste après le chalet en Finlande. À chaque podcast, on a un nouveau projet. Mais non, en fait, ça n'existe pas dans le modèle que j'ai en tête. C'est-à-dire un modèle hyper ubérisé, où juste tu vas sur un site, tu rentres à peu près tout ce qu'il faut rentrer, c'est-à-dire le modèle de ta voiture, tes disponibilités pour te faire floquer, on parle de voiture, hein, évidemment. Bien sûr, on parle de voiture, les trajets que tu fais, etc. Et ensuite, tout simplement... Attends, faut que je revienne dedans. C'est bon. Oh merde. Non, mais je me contrôle. Donc, allons-y. Ok, magnifique. Donc, et ensuite, tout simplement, une entreprise qui vient poser sa marque sur ta voiture de manière quasiment ubérisée. Après, tu prends juste le rendez-vous et voilà. Je pense que c'est une très bonne idée de business et je pense que ça rapporterait pas mal d'argent à ceux qui pourraient en avoir le plus besoin. Parce qu'évidemment, il y a plein de gens, comme moi certainement, et peut-être comme toi aussi, qui n'ont pas forcément envie d'avoir des pubs sur leur voiture. Mais les gens qui ont envie peut-être d'avoir des pubs sur leur voiture pour gagner un complément de revenus, ça peut être des gens qui en ont besoin. Donc je pense qu'au-delà d'être extrêmement capitaliste et de polluer l'espace visuel, je pense que ça peut apporter un peu d'argent. C'est ça le pire, c'est qu'en fait c'est une excellente idée d'un point de vue business, mais mon Dieu, quelle horreur quoi. Imagine si son business il marche vraiment bien, tu pollue toutes les grandes villes du monde, quoi. Vraiment, on te remercie. Moi, je le vis bien. Non, mais après, si les villes, imaginons que, parce que là, il y a un enjeu de peut-être un peu étatique, où la municipalité peut mettre son grain de sel éventuellement en mettant des quotas ou des choses comme ça, et là, ça peut être intéressant. Je pense que c'est important peut-être éventuellement que la ville puisse, à terme, limiter le fait que tu puisses conquérir 90% des voitures d'une ville, tu vois. Au bout d'un moment, moi, je serais pour l'intervention de l'État pour dire, du coup, on évite. Non, mais s'il y a un pourcentage dans une ville, pour dire en moyenne, puisque ça devient très populaire, tout le monde le fait, on accepte qu'il y a un pourcentage ou un quota de voitures. Voilà. Après, si tout le monde est content et que tout le monde veut le faire, allons-y, on le fait sur toutes les voitures. Mais moi, je pense qu'il y a une majorité de gens qui seraient contre à la base.
qui sont les gens essentiellement qui vont pas le faire sur leur voiture parce que peut-être ils en ont pas besoin ou voilà. Effectivement, si tu présentes ça comme étant une nouvelle source de revenus, c'est un beau cheval de Troie pour ton business. Mais sinon c'est terrible pour les villes. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée de business. C'est une très très bonne idée. Et je pense qu'il n'y a pas trop à y réfléchir. Clairement, le business model, il est évident. La façon de le faire, c'est intéressant. Le besoin, la manière de le présenter, je le vois tout de suite. Le marketing, il va être incroyable. Donc non, c'est un bon business. Ouais. On lance ça dès la semaine prochaine. Retrouvez Stephen Fichou. Stephen Fichou. On fera une SARL évidemment. Stephen FH. On va commencer local. SFH. Steph. Steph. Voilà. En tout cas, merci Alexis. Sur ce petit moment de malaise, on se quitte. Donc, les appels à l'action qui vont bien. Non, très sérieusement, les avis sur Apple Podcast, Spotify, ça nous aide énormément. Si cet épisode, encore une fois, vous a plu, et si surtout, c'est pas le premier que vous écoutez en plus, il est vraiment grand temps de nous laisser un avis sur vos plateformes préférées, celle de votre choix. Oui, Louis. Et j'ai même envie de dire un truc un peu plus sérieusement que d'habitude sur les avis, etc. Pour l'instant, ce podcast, Alexis et moi, on le fait de manière quasi bénévole. Je dis quasi, mais en fait, ça nous coûte plus que ça nous apporte. C'est complètement bénévole et il y a même des gens qui bossent dessus et c'est pas nous. Donc, il y a d'autres gens qui prennent de leur temps pour diffuser les shorts, les épisodes, enfin tout, quoi. Tout à fait. Donc, dès en fait que ce podcast nous rapportera un petit pécule, eh bien on va immédiatement réinvestir l'entièreté pour premièrement avoir du matos en fonction de à quel moment, de la quantité que ça rapporte évidemment. Et ensuite, sachez quand même que un podcast, en tout cas nous, la manière dont on le voit, c'est qu'on a envie de le faire grandir au fur et à mesure, on a envie de l'améliorer, on a envie d'avoir des invités, on a envie que ce soit plus intéressant et vous vous en doutez, le fait de ne pas être dans la même pièce, c'est quand même forcément un petit peu moins intéressant que si on était dans la même pièce et vous n'avez pas idée, vous verrez quand vous verrez le premier épisode où on sera dans la même pièce. À ce moment-là, vous comprendrez peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que si ce podcast rapportait un petit peu de sous, ce serait beaucoup plus facile pour nous de tout réinvestir pour se voir, pour se voir 2 fois par mois, faire on dirait vraiment que tu fais pas l'aumône, mais j'ai vraiment l'impression de lire, on dirait une intelligence artificielle qui lit la page d'un Patreon. Vraiment, tu sais, genre. Parce que si on pouvait avoir ça, si on pouvait avoir ce niveau-là, on pourrait faire ci et ça. Si on pouvait avoir ce niveau-là, on pourrait faire tout ça en plus. Mais c'est vrai, en même temps, c'est vrai. Oui, mais ça, il y avait vraiment un petit côté à quémander, j'avais l'impression, sur la manière dont tu le présentais. Non, à quémander, loin de là, à quémander, je vais pas... On ouvre un Tipeee qui est dans la description, non, c'est faux. Ah. Non, la seule chose que je vous quémande, c'est ni un peu d'argent, ni un peu de temps, c'est juste un peu de bon cœur. Celle-là, je suis très fier. Non, je rigole évidemment, mais mettre un commentaire, c'est aider à faire grossir ce podcast. Et faire grossir ce podcast, c'est vraiment avoir des épisodes d'anthologie, avec des invités d'anthologie, dans des lieux d'anthologie et avec des conversations d'anthologie. Donc, n'hésitez pas à mettre un vrai avis, ça nous fait plaisir et ça nous aide pour de vrai, pour vraiment faire grossir. C'est pas une blague quand on dit ça. Ok, Louis, on se retrouve la semaine prochaine à Dubaï. Tout à fait. On se voit à Dubaï, Alexis. Merci beaucoup. Ciao. Au prochain épisode. Ciao.